Si aujourd'hui tu sens que tu as perdu le contrôle sur ta vie, tu te sens bloqué et tu as juste envie de reprendre les rênes de ton destin et tu as envie de glow up, cette vidéo elle est pour toi. Bonjour, je m'appelle Siam Bengoua, je suis productrice d'émissions bienveillantes sur ma chaîne YouTube. Dans ce programme qui s'appelle Le Royaume de Siam, je parle de thématiques qui concernent les hommes et les femmes, les relations, que ce soit de l'amour ou même le self-love, dans le but d'éveiller les consciences. Aujourd'hui je reçois une amie qui s'appelle Flawless by Anaïs. Je vais l'inviter à Ftour. Bon ramadan à tous ceux qui font le ramadan. Et on va papoter entre femmes. On va vous parler de toutes nos insécurités et de toutes les problématiques qu'on a rencontrées, que ce soit en amour ou dans notre vie personnelle, professionnelle. Et on va vous dire comment est-ce qu'on a fait pour traverser certaines situations. On va parler de mariage, on va parler de célibat, on va parler du fait de vouloir ou pas des enfants. On va également vous parler de la relation qu'on a avec notre corps et notre mental et comment faire pour glow up dans sa vie. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à aller suivre Flawless by Anaïs qui est une personne incroyable et très intelligente que j'aime beaucoup. Et mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à Siam TV si ce n'est pas déjà fait et bonne vidéo. Bienvenue Anaïs. Merci à toi de m'avoir invitée. Est-ce que ça te plaît déjà? Je t'ai fait des briques. Merci, vraiment top. Là, je suis très bien accueillie. Et en même temps, je suis en train de cuisiner. Alors, je vais juste vous montrer ici, de ce côté-là. Hein, on est en train de faire des briques. Il y a du couscous. Donc voilà. Une vraie cuistot. Et ouais, en ce mois de Ramadan, j'ai essayé de faire les choses bien. En tout cas, bienvenue. Je vais te servir une brique. Avec plaisir. Alors déjà, ouais, j'ai fait des briques. J'ai fait du couscous également. Couscous algérien. J'ai goûté le couscous marocain, mais pas algérien. Ah ouais? Ouais. Comment tu vas? Ça va, Hamdillah, et toi? Ouais, ça va, tranquille. Tu m'as dit tout à l'heure, quand tu es venue à la maison, tu croyais que j'étais en couple? Oui. Pour moi, elle était en couple. Je lui dis, bah, une belle femme comme ça, indépendante, pourquoi tu ne serais pas prise? Ouais, c'est fou, hein. Et donc, c'est l'image que je te renvoie, en fait. Oui. Voir que je suis grave bah, je me suis dit, bah non, je suis pas en couple. Je suis célibataire. Bah, Inch'Allah, ça va venir. Inch'Allah, ça va venir. Le mariage, ouais. les bébés, tout. Inch'Allah. C'est ce que tu souhaites? Franchement, écoute, ouais. Mais, parce que des fois, on souhaite, mais ça se trouve, la personne, elle veut même pas. Alors, c'est un sujet. Alors, attends, je vais sortir les briques du feu. Mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. Tu vois, goûte ça, c'est les briques thon, pommes de terre et fromage. C'est vraiment, franchement, je te jure, celle-là, c'est mes préférées carrément. Bismillah. Bismillah. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors ouais, tu sais, pour le célibat, je trouve qu'on diabolise de ouf le fait d'être célibataire après 30 ans. Je sais pas si toi, de ton côté, avec tes mœurs et ta famille et tout ça, on te met la pression ou pas. Bon, je sais que tu es beaucoup plus jeune que moi. Tu as oui. 26, J'ai 26, ouais. Ouais, donc pour eux, en fait, c'est un critère d'évolution sociale, le fait… Ouais, c'est le next step. C'est évident. Bon, tu as ton travail, tu as ton appartement, tu as ta voiture, tu tout. Maintenant, c'est le mariage. Après le mariage, ça va être le bébé. Et après, bah, c'est bon. Ou acheter la maison. Après, c'est des trucs comme ça qu'on suit. Mais après, tout le monde est différent, tu vois. Tout le monde a un futur différent. Ma mère, elle est en négo tous les soirs avec moi. Ok. C'est bon. Oui. Je suis une bonne cuisinière. Hein. Très, très bien. Femme à marier. Ouais, de ouf, ouais. Ma mère, tous les soirs, elle est en négo avec moi. Mais elle, carrément, c'est plus parce qu'elle veut que je fasse des enfants, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais ouais, c'est compliqué parce que… En fait, je vais te faire une confidence, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai jamais été plus heureuse que célibataire. Et en fait, si tu veux, si je trouve pas un homme qui ajoute une valeur à ajouter, enfin, qui ajoute de la valeur et des choses positives dans ma vie, je vois pas l'intérêt d'être en couple. Parce que être en couple avec la mauvaise personne, c'est avoir une partie de ton cerveau qui est affublée de choses négatives ou de dépendance ou de stress, ou tu vois, tu n'es pas forcément en paix quand tu es en couple. Et moi, j'ai été en paix la majeure partie du temps, j'ai été plus en paix seule qu'en couple. Qu'en couple, ouais. C'est ça. C'est ce que les gens oublient beaucoup, c'est qu'ils sont tous là, oui, mais si tu es en couple, ça va t'amener ci, ça va te rendre heureuse, etc. Oui, c'est sûr, c'est certain, si tu es avec la bonne personne, ça peut t'amener énormément, ça peut te faire évoluer et ça peut vraiment t'amener une paix intérieure incroyable, mais si tu es aussi avec la mauvaise personne, ça peut littéralement t'enlever toute ton énergie, ça peut te rendre moche,
Ça peut littéralement te rendre moche C'est et vrai. ça peut te freiner dans tes projets. C'est horrible. Si vraiment tu décides d'être avec la mauvaise personne, ça peut vraiment changer ta vie, mais du mauvais côté. Donc, il faut vraiment faire attention et prendre son temps. Il y a des personnes il y a des personnes qui trouvent la bonne personne à 40, 50 ans. J'ai même vu un TikTok d'une dame qui s'est mariée à 82 ans, s'il te plaît. Et il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Et surtout, on est dans une génération maintenant où les femmes se marient de plus en plus tard. À l'époque, bah oui, c'était la début vingtaine que les femmes se mariaient et elles avaient des enfants. Ça, c'est vrai, c'est vrai et c'est faux. Parce que regarde, j'ai l'impression que la génération des années 2000, là, les gens qui sont nés en 2000, je sais pas si tu vois, ils font beaucoup de mariages. Il y a des gens très jeunes, mais la génération des années 90, j'ai l'impression qu'on c'est vrai, on est resté 90 à 2000, on est un peu bloqué. Ouais, c'est ça. On est resté keblo entre la cassette vidéo et le streaming, tu vois. Genre, on sait plus quoi choisir, il y a trop de choix, t'es là, tu sais pas. C'est vrai qu'on dit que c'est une génération un peu maudite, parce que oui, on est tous bloqués. Mais je pense que, moi je trouve que c'est une génération qui brise beaucoup de cycles traumatiques pour moi. Parce qu'on a eu cette génération avant qui suivait un petit peu les traditions d'avant et qui un peu étaient pas forcément bien dans leur tête et qu'ils ont un petit peu, malheureusement, après je ne généralise pas, mais fait subir des choses que la génération 90 à 2000, je trouve, a essayé de briser, donc ne s'est pas forcément mis aussi vite en couple que les générations d'avant. Et les générations qui arrivent, qui, pour moi, des fois, certes, c'est bien, ils se marient et tout, mais des fois, ils vont trop vite. Par exemple, il y a des jeunes qui se marient très, très jeunes, à peine 18 ans, cette génération-là que tu disais, et que j'ai peur que, tu vois, ils n'ont pas le recul nécessaire de se lancer dans ces choses-là. Donc oui, on a cette génération avant qui était très traditionnelle, cette génération maintenant que nous, on est bloqués, qui essaie de faire les choses différemment, et la nouvelle qui est très bien, mais qui va un peu trop vite des fois. Ouais. Donc, c'est vrai. Il y a tellement de choses qui changent, qui évoluent. Mais ouais, non, pour te dire, ouais, non, je suis célibataire et j'ai jamais vécu avec quelqu'un, j'ai jamais présenté un mec à ma mère, tu vois. Oui, d'accord. Jamais. Okay. C'est pour ça ma mère, elle est en flip en fait. Elle se dit, pour elle, soit je suis de l'autre côté, soit je suis lesbienne, soit on m'a fait de la sorcellerie, tu vois. Donc c'est l'un des trois. Ok. Ouais, donc, et tu as déjà testé les applis de rencontre, Moukabela, tu as testé et tout? C'est quoi ça? Tu connais pas Moukabela? Moukabela, en fait, c'est des rencontres musulmanes que tu fais à la mosquée pour rencontrer, dans l'optique, normalement, du mariage. C'est un petit peu plus simple. Enfin, c'est comme ça que, de base, les rencontres musulmanes devraient se faire. Bon, après, Moukabela, ça ne veut pas dire forcément... Avec une tierce personne, etc. Exactement, avec une troisième personne. Vous faites la rencontre pour se connaître. Il y a des Moukabela qui s'organisent entre mosquées, ou des fois, c'est quand tu vois une personne, que tu en parles à l'imam, etc., ou son frère, ou je ne sais quoi. La Moukabela, ça peut se faire partout. Hein. Je dis mosquée, mais en vrai, ça peut se faire au parc. Partout, tant qu'il y a une troisième personne. En fait, moi, je ne veux pas être dans ce stress-là. En fait, moi, je me dis, la bonne personne, elle viendra sur mon chemin au bon moment. Okay. Une question de timing aussi. J'ai l'impression que j'ai souvent rencontré des bonnes personnes parce que je ne me plains pas des hommes. Moi, je ne suis pas la nana qui va dire... je déteste les hommes. Ouais, les hommes, c'est des connards et tout. Non, je suis tombée sur des mecs super bien. Mais genre, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il est émotionnellement indisponible. C'est peut-être parce que c'est dans ça que tu te tournes. Peut-être que j'attire ça parce que je suis peut-être moi-même émotionnellement indisponible aussi, je sais pas, tu vois. Alors, t'aimes? C'est incroyable. T'as vu? C'est super bon. Petite cuisinière. Et attends, t'as pas goûté mon couscous encore, hein? Vraiment. Je dirais pas que t'attires, mais, non, mais après, qu'on choisit sans s'en rendre compte. Ouais, peut-être. Il y en a qui sont émotionnellement indisponibles et il y en a qui sont physiquement indisponibles. Il y en a eu un qui était physiquement indisponible. Comment ça? Tu connais, la vie fait que des fois, il y a des gens qui... T'as menti? Ah non, pas du tout. Non. La distance, etc. Donc voilà. Mais après, c'est vraiment pas un stress pour moi parce que je suis très équilibrée dans ma vie. Mais c'est vrai que... De toute façon, c'est pas une compétition de trouver quelqu'un. Hein. Mais en fait, le truc, c'est par rapport aux enfants, tu vois. Donc ma mère, elle me stresse vraiment, quoi. Et tu as pensé à... Il y a une optique qui est sympa de... Tu connais Selecto? Je l'ai... Pas du tout. Tu as goûté? Ouais. Alors, j'ai mon eau. Je vais te donner un autre verre. Ouais, il faut congeler ses œufs, etc. Ses ovules, oui. J'y pense. Ça peut être une option. C'est pas super cher. Et si tu as vraiment envie d'avoir des enfants plus tard, ça peut vraiment être une option pour toi.
Les gars, je vais faire goûter le Selecto. C'est algérien, 100% algérien, c'est ça? 100% algérien. Waouh! T'as jamais goûté? Non. T'as quel honneur pour moi de te faire découvrir le Selecto. Ah là là. C'est quoi? C'est comme du Pepsi, Coca? Tu vas voir. Après, tu vois, moi je trouve que c'est meilleur que le Coca. Ok. Mais il y en a qui préfèrent le Coca. Ça dépend, il y a un goût, c'est un goût spécial. Ok. Tu vas voir. Ah, c'est le même goût que mes boissons au bled. Aussi. Ah ouais? Ouais, nous aussi on a des trucs comme ça, mais en mode Ça vert. s'appelle comment? Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le même goût. Genre, ça a le goût de bonbon et en même temps de Coca, je trouve. Goût inimitable, il y a écrit. Goût inimitable. Tu l'as acheté directement en Algérie? Non, je l'ai acheté ici. Mm. Je l'ai acheté. Il y a plein de magasins, ils vendent Oui. du Selecto. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est quoi c'est vrai que toi, tu parles pas beaucoup de toi dans tes vidéos. Est-ce qu'il y a des sujets, parce que tout à l'heure, on va s'asseoir, on va essayer d'apprendre à te connaître quand même. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu gardes ta pudeur et ton intimité? C'est quoi les sujets? C'est vrai que mes relations amoureuses, je les dévoile pas et je souhaite pas les dévoiler parce que dans mon passé, j'ai fait cette erreur de un peu trop, à mon avis, d'exposer ma vie sentimentale et c'est quelque chose que je ne referai pas. Tout simplement parce qu'il y a du bon sur Internet, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Et quand tu ouvres la porte, malheureusement, de ta vie sentimentale et la personne avec qui tu partages ta vie, des fois, ça peut vraiment partir en cacahuète et c'est pas le but. Donc, c'est des choses comme ça, même ma famille, etc., je les expose jamais sur les réseaux. Peut-être 1 à 2 vidéos, mais c'est des choses comme ça que moi, j'ai choisi d'être un personnage public, ou on peut dire ça, mais eux, ils l'ont pas choisi. T'as pas envie d'imposer ça? Ouais, j'ai pas envie d'imposer ça. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup donner des conseils, j'aime beaucoup bien. donner mon avis, mais mes relations amoureuses, mon parcours amoureux, c'est vrai que je le garde personnellement. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, la preuve, tu savais même bah pas. oui. Tu pensais que j'étais en couple et tout ça, alors que non. Après, si c'est la vibe que je renvoie, c'est cool, tu vois. Bah ouais. Mais non, j'attends la bonne personne en vrai de vrai, tu vois. Ouais. Je vais pas me mettre dans une relation peut-être médiocre juste pour dire ouais, je suis en couple. Me conformer à ce que la société attend de moi, tu vois. Mais toi, ça te dérangerait pas du tout d'être pas mariée et pas avoir d'enfant? Ou tu as quand même cette envie de dire, ouais, bon, tu sais quoi, dans 10 ans, j'aurais quand même été mariée avec Non, je veux me marier, je te cache pas. D'accord. Là, 2025, ça y est, là, c'est l'objectif de début. C'est pour ça que j'ai plus de temps à perdre. Là, même les rencontres que je fais, si t'es pas prêt, salam. Mais tu sais, c'est la meilleure chose de pas perdre son temps. Parce qu'en vrai, l'erreur qu'on fait des fois, nous les femmes, c'est de se dire, oh, mais si je rejette tout le monde, je vais finir toute seule. Non, non, non. Il y a des milliards de personnes sur la Terre. Sur la Terre, excusez-moi, sur la Terre, next. C'est comme ça que si tu commences à baisser tes standards, exactement. Et ça fait mal, hein. Des fois, ça fait mal, hein, de là rejeter des mecs que tu aimes vraiment bien et tout. Mais non, mais en fait, non, on va pas sur le même chemin, on va pas dans la même direction, ça sert à rien. Donc, ça sert à rien, donc tant pis, tu vois. Exactement. Ouais. Donc, ouais, ok. Et là, tu voudrais te marier dans combien de temps, Inch'Allah? Le plus tôt possible. Oh. Genre la meuf. Non, il faut au moins 1 an ou 2 pour connaître une personne déjà. Mais après, si il y a le truc et que ça clique et que moi, tu sais, je suis hyper sensible déjà. Et tu sais, j'ai la capacité de sonder l'âme des gens. Ok. Vraiment, hein, je te dis, je sais pas si c'est un bail d'énergie où j'arrive à vraiment capter le cœur de la personne, Du coup, ça peut aller très vite si la personne, je la sens et que ça se passe bien, etc. Moi, j'ai pas peur de l'amour. J'ai vraiment pas peur. C'est bien, c'est important ce que tu as dit. Tu n'as pas peur de l'amour parce qu'en vrai, il y a des gens qui veulent se mettre en couple, mais ils ont peur d'être aimés. Je te jure. C'est ça, mais pourquoi? Parce qu'ils ont subi une relation qui a été dévastatrice, ou ils ont vu la relation de leurs parents qui n'a pas abouti à quelque chose de bien. Ils ont peur de reproduire le même schéma. L'amour, c'est tout simple. Tu vas être blessé quoi qu'il arrive. Mais il faut que tu saches la personne qui va mériter, qui va bien te blesser. Voilà, parce que tu t'embrouilles avec ta mère, avec ton père, avec ta soeur et tout. Ils vont te blesser, il va y avoir des mots blessants. Dans tous les cas, tu vas être blessé, mais il faut choisir la personne qui mérite que tu souffres pour elle, quoi. Et tu sais, j'ai remarqué un truc aussi,
Quand j'avais 20 ans et que je datais à 20 ans, on avait moins peur. Tu vois, quand on a la trentaine, on a un bagage émotionnel, que ce soit fille ou garçon. On a déjà eu des ruptures, on a déjà eu des désillusions, on a déjà eu tous ces problèmes-là. Et on arrive vraiment dans des relations à tâtons, quoi. Exactement. Tu vois, comme si on marchait sur des œufs parce qu'on a peur d'être blessé. C'est ça. C'est pour ça que des fois, voilà, faut quand même avoir le juste milieu parce que comme on a vécu des trucs à un certain âge, bah, j'ai l'impression qu'à la moindre erreur, on va fermer le deal, tu vois. Alors que non, des fois, tu peux rater des bonnes occasions parce que tu as ce truc de, bon, il m'est arrivé ci, ça, il va faire la même chose. Il ne faut pas penser comme ça, tout le monde est différent. Il faut apprendre de ses erreurs, certes, mais il ne faut pas quand même fermer toutes les portes devant soi parce que oui, tu as été blessé et maintenant tu penses que tout le monde va te faire exactement la même chose. Mais il faut quand même faire attention, il faut garder les yeux ouverts. Et aussi le fait qu'on soit dans une société de consommation, tu vois, et qu'on soit tellement tous interconnectés, se dire, ouais, bah, si lui, ça va pas, bah, c'est bon, je vais remplacer. Mais c'est ça, il y a tellement de personnes. C'est dur. Et tu sais que moi, je suis archi sélective, hein. C'est-à-dire que moi, je vais rencontrer un mec tous les 1 an, 2 ans. Tu vois, et je te jure. Mais ça va aller, Inch'Allah. Ouais, ça va aller, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est sûr. Après, on peut pas forcer les gens à nous aimer aussi, hein, tu vois. Bien sûr. Des fois. Après, comme je disais, c'est pas une compétition. Mieux vaut prendre son temps et trouver la bonne personne plutôt que se précipiter et malheureusement tomber sur une personne qui était juste beau au premier abord et après, quand tu apprends à le connaître. Surtout quand toi, tu t'investis, et c'est ça le problème. C'est que moi, je m'investis beaucoup. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire, en fait. Il faut que la personne s'investisse, tu vois. Enfin, il faut que l'homme, il s'investisse plus que toi. Tu t'investis, c'est pas toi l'homme, tu vois. Quand j'avais vu dans une de tes vidéos, tu avais dit, nous, on est l'ovule et eux, c'est spermatozoïde. C'est pas l'ovule qui va c'est pas l'ovule qui va courir après le spermatozoïde, c'est sûr. Je pense que tu es dans ton énergie masculine, on peut dire ça. Et oui, il faut commencer déjà. Il faut faire ça juste pour cette fois-ci, je précise. Il faut faire 50-50. Juste pour cette fois-ci, pas pour autre chose. Mais c'est vrai que, oui, il faut donner, mais voir aussi si la personne donne derrière. Parce que toi, tu donnes, tu donnes, et la personne, elle va juste prendre. Et en plus, plus tu vas donner, plus elle va moins te respecter. Ouais, c'est ça. Parce que dans son subconscient, elle va se dire, je lui donne rien, mais la meuf, elle donne tout, tu vois. Quoi qu'il arrive, elle va rester. C'est pour ça qu'il faut donner, mais il faut quand même faire attention derrière. Après, je dis pas, quand tu donnes, tu dois absolument recevoir derrière. Non, mais quand tu donnes, tu attends quand même un minimum de la personne. Un minimum. Moi, je demande pas la lune. Franchement, je suis pas la meuf relou sur ça, tu vois. Mais un minimum quand même, tu vois. Je vais te servir mon magnifique couscous. Yes. Alors, j'espère qu'il va te plaire. Mais oui. C'est sûr. J'ai acheté une couscoussière exprès parce que non, parce que moi je fais toujours tout à la maison à Toulouse avec ma mère et ma grand-mère, tu vois. D'accord, trop bien. Et du coup, comme là je suis à Paris toute seule. Ça fait combien de temps que tu es sur Paris? Parce que c'est vrai, tu viens de Toulouse. Ouais, je viens de Toulouse, mais tu sais, j'ai vécu un peu partout. J'ai été aux États-Unis pour finir mes études. D'accord. J'ai vécu longtemps là-bas et quand j'ai fini mes études, je suis venue à Paris direct. Tu as dû voir une différence entre les États-Unis et la France au niveau des... Ouais. Même au niveau du dating, parce qu'on parle du dating. Donc, Alors, je te cache pas, je préfère les Français. Ah ouais, d'accord. Les Américains, ils sont sales. Déjà, les Français, ils sentent bon, ils sont intelligents, ils parlent bien. Quand je dis français, je dis pas forcément les babtous français, tu vois. Je dis les gens born and raised en France, tu vois. Mais c'est vrai que les Américains, culturellement, c'est moins intéressant que les Français parce qu'ils s'intéressent ils sont très... centrés sur eux-mêmes, tu vois, aux États-Unis. Pour eux, c'est eux et le reste du monde. Et donc, du coup, c'est pas nécessairement enrichissant intellectuellement parlant. Tu vois, t'as pas les mêmes centres d'intérêt. Après, tu vois, ça dépend où, tu vois. Quand j'étais à Los Angeles, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, en fait, parce que LA, c'est un rassemblement des gens les plus beaux, les plus talentueux, les plus machins qui veulent tous percer à LA. Donc, il y a beaucoup d'étrangers à LA. Mais quand j'étais à Philly, puis bon, j'étais étudiante, tu vois, c'était pas nécessairement intéressant en termes de dating. Alors, regarde-moi ce couscous. Attendez, je regarde parce que... Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, c'est le couscous de Sissi qu'on va déguster. Du coup, il a l'air incroyable. Tu cuisines un petit peu, toi ?
Franchement, je cuisine que pour moi, donc je cuisine vraiment vite fait. Mais c'est vrai que si je m'y mets, ça va. Je m'en sors bien. Et toi? Bah, toi, tu aurais cuistot, alors. Je sais pas, alors dis-moi, c'est à toi de me dire. Attends, j'ai goûté. Hop. J'ai goûté avec la sauce. Ouais, n'aie pas peur, hein. Franchement, serre-toi. Comme je en disais, vrai, de vrai, mange comme ça. Hein. Ouais. J'avais goûté le couscous marocain sucré avec de la cannelle. Ouais. C'était incroyable. Et j'aime trop le couscous, donc c'est sûr que je vais aimer. Franchement, ça va. Hein. Ça manque de sel. Très bon. Parce que vu que je faisais le ramadan, je pouvais pas goûter. Bah, du coup, j'ai pas mis assez de sel. Moi, j'avais juste peur pour la semoule. Je voulais que la semoule, elle soit quand même bien. C'est super bon. C'est vrai? Merci beaucoup. De rien, c'est la vérité. Même la viande, elle a l'air tendre et tout. Et c'est bien, si tu veux te marier et tout. Et donc toi, tu veux pas? Ce que j'ai cru comprendre. C'est pas que je veux pas me marier, mais c'est juste que je veux me marier avec la bonne personne. Ouais. Et j'ai pas du tout de pression de me marier dans l'immédiat. Si je trouve pas la bonne personne, bah c'est que j'étais pas destinée à me marier dans cette vie d'ici-bas, c'est tout. C'est vrai. C'est simple. Mais si je trouve la bonne personne, bien sûr que je me marierai. Oui. J'attendrai pas pour ça, c'est sûr. Donc voilà, Inch'Allah. Hein. Ouais. Inch'Allah. Et toi, ça serait à quoi? 100% marocain? Marocain. Quelle faute? 100% algérien? Non, franchement, tant qu'il croit en Dieu, ça me va. Ok. Voilà. On n'est pas du tout fermé. Je suis pas fermée. Après, c'est sûr, c'est mieux qu'il soit musulman. Oui, bah ça arrive. Après, c'est qu'une phrase pour convertir quelqu'un. Faut qu'il passe avec le cœur. Faut qu'il passe avec le cœur, tu vois. Mais c'est mieux qu'il soit musulman. Mais après, tant qu'il croit en Dieu et qu'il a un bon cœur, que ce soit une bonne personne, qu'il soit généreux, qu'il soit drôle, qu'il soit gentil, qu'il soit quand même super mignon, parce que je veux que mes enfants soient beaux. C'est vrai. Non, franchement, je suis pas hypocrite. La vérité, le physique, ça compte. Bien sûr que ça le physique compte. De ouf. Bien sûr que le physique compte. Je veux qu'il prenne soin de lui, qu'il prenne soin de moi aussi, qu'il soit gentil. Le plus important, c'est qu'il ait un bon cœur et qu'il soit gentil, je te jure. Hein. Franchement, le reste, voilà. Et qu'il soit intelligent aussi, qu'il ait de la conversation, qu'il soit ambitieux. Ouais, ma mère, elle me dit, t'es trop exigeante. Je dis non, maman, c'est normal, en fait, tu vois. Les exigences qu'on veut, c'est déjà les exigences qu'on a sur nous-mêmes. C'est vrai, ouais. Pour moi, c'est obligatoire. Si tu attends quelque chose de quelqu'un, c'est que tu l'as déjà, surtout au niveau de ton partenaire. Exactement. Si tu veux un partenaire qui a une situation financière assez à l'aise, où il est bien, il faut que toi aussi tu l'aies. Bien sûr. Sinon, par contre, c'est hypocrite de demander ça, alors que oui, toi, voilà, tu n'as même pas la moitié. Non, mais c'est bien important. T'as vu, franchement, je suis choquée. C'est de l'agneau, c'est ça? Je crois que c'est de l'agneau. Non, c'est pas du mouton, c'est de l'agneau. Très bon. Merci. Très bon. Je te ferai un petit tupperware pour que tu ramènes chez toi. Trop mignon, merci. Non, je suis d'accord avec toi en fait. En fait, c'est un miroir, tu vois, tu espères que la personne, elle soit au moins un minimum comme toi, tu vois. C'est ça. Pour ça, je trouve ça un peu hypocrite quand certaines personnes ou certains hommes, ils vont voir une personne qui est, surtout une femme qui est indépendante financièrement, qui est bien, qui a une carrière et lui demande de redescendre au niveau de la classe. Ça t'est déjà arrivé, ça? Moi, non. Mais ça peut c'est arrivé à mon entourage où il demande de redescendre au niveau de la classe sociale. C'est fou, ça. Bah ouais, parce qu'ils sont attirés. En plus, c'est bête parce qu'ils sont attirés par ce qu'elle est. Parce que, en vrai, par exemple, si tu veux quelqu'un qui est à l'aise financièrement, on va dire oui, t'es une michto ou t'es attiré que par le truc. Mais pas du tout, parce qu'en vrai, quelqu'un qui est à l'aise financièrement, c'est beaucoup de choses en soi, parce qu'à l'aise financièrement, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui a des ambitions. Tout ça, ça résume ça, en fait. Parce qu'on se dit, ouais, c'est que l'argent. Mais non, en fait. Quelqu'un qui est à l'aise financièrement, il a des ambitions, il est motivé, il a la niaque. Puis il a fait le taf, il a été discipliné, il a été rigoureux. Et ça, c'est très, très attirant chez une personne. Parce que quand on dit quelqu'un qui est bien financièrement, on pense que voilà, c'est juste pour profiter de son argent. Mais non, en fait, c'est quelqu'un qui a un tout au niveau de sa carrière, sa motivation, son travail, qui lui a amené à ça. Après, je ne dis pas que parce que absolument, tu as de l'argent, tu as travaillé de fou. Il y a des gens qui sont travaillés de fou et qui n'ont pas d'argent. Ouais. Mais il y a l'inverse aussi. Il y a l'inverse aussi. Donc ouais, il faut un minimum
moi, je trouve ça hypocrite d'aller vers une personne qui est bien financièrement et que toi, tu n'as pas les moyens et que toi, et tu t'attends qu'en gros, elle se contente de peu. Alors que non, la femme, par exemple, elle est bien, elle vit bien. Bien sûr, elle va aller dans des endroits un petit peu plus chics que d'autres. Et tu vas pas commencer à lui gratter la tête parce qu'elle a envie d'aller dans des trucs qu'elle-même pourrait se payer et elle-même, elle pourrait faire. Si toi, tu n'as pas les moyens, tu vas pas. C'est simple. Ça me rappelle un TikTok que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est genre un mec qui scrollait l'Instagram d'une meuf et qui voyait qu'elle partait en vacances là, qu'elle partait en voyage et tout ça, et qui disait « Ah non, je peux pas. » Non, je peux pas. Parce que je peux pas, parce qu'elle a un mode de vie, la meuf, elle voyage, elle gagne de l'argent, et comme ça. Moi, je sais que je peux pas lui ramener ce mode de vie, donc je la laisse tranquille, tu vois. Exactement. Après, il y a des personnes qui sont aptes, qui sont d'accord à avoir un partenaire qui n'a pas vraiment le même... Je vais te dire la vérité, moi j'ai une copine, elle est mariée depuis 3-4 ans avec quelqu'un qu'elle connaît depuis 5 ans. D'accord. Ils ont 2 enfants ensemble. Elle fait tout. Genre elle gagne sa vie, elle travaille de ouf, en plus elle charbonne de ouf, tu vois. Et le mec, il est chez elle, il l'aide même pas pour faire à manger, pour le ménage, etc. Quand elle part en vacances, c'est elle qui... En fait, du foyer, elle paye 75%. Du foyer, on va dire, même pour les enfants. Et elle est heureuse dans cette situation parce et elle est très, très malheureuse dans cette situation. Ah, ok. Très, très compliqué. En plus, elle m'a dit, ouais, en plus, il m'a trompée et tout, machin. Non, très compliqué. Et du coup, quand tu as des enfants en bas âge, c'est compliqué de partir de cette situation, etc. Tu vois, il y en a, elles souffrent de ouf. Exactement. Et ça me rappelle un truc que tu m'as dit, que tu as dit dans une de tes vidéos. Tu as dit le célibat. Il n'a jamais tué une femme. Par contre, des femmes qui étaient mariées, il y en a déjà eu qui ont été tuées, tu vois. J'avais dit ne pas se marier n'a jamais tué une femme, mais le mariage peut a tué beaucoup de femmes par contre. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou. C'est exactement ça. Et c'est vrai que quand on a un œil extérieur et qu'on voit par exemple une femme dans une situation de détresse, que ça soit il l'a trompée, elle se fait battre ou... je sais pas, il y a une situation de détresse en tout cas, c'est facile de dire oh mais pourquoi elle part pas, mais en vrai c'est largement plus compliqué que ça. Déjà il y a une emprise qui est là parce que déjà pour accepter ça, c'est qu'il y a déjà une emprise psychologique qui est déjà née dans la relation. Et de deux, oui, il y a les enfants, il y a la famille, il y a tout ça, donc c'est compliqué de partir. Donc la meilleure chose, c'est d'épauler la personne et surtout de lui rappeler qu'on est là et parce que c'est important qu'elle se décharge et qu'elle parle. Parce que même au-delà de tout ce qu'elle peut vivre actuellement, il y a tout la construction qui a été faite quand elle a eu quand elle était enfant. Tu vois, tout le cheminement de pensée, toutes les pensées limitantes qu'elle a accumulées, le fait de ne pas recevoir d'amour, parce que bon, je prends ma copine en particulier parce que j'ai cet exemple à l'esprit, mais genre je lui dis, mais tu sais que c'est pas normal d'accepter quand un mec te trompe et de le laisser revenir comme ça et tout. Elle me dit oui, mais moi je pensais qu'il allait changer et tout. Et en fait, comme elle a tellement pas reçu d'amour quand elle était petite, elle va se contenter de peu. Elle va se contenter de miettes, tu vois. Et ça, c'est très, très compliqué quand on n'a surtout pas confiance en soi, quand on est en dépendance affective et quand on est dans des cheminements de pensée où on se dit qu'on mérite tant d'amour parce qu'on a une self-esteem qui est très, très basse. On va accepter des choses et on va vivre des situations. Et la plupart du temps, et quand elle m'a raconté ça, j'étais choquée parce que tu regardes son Instagram, c'est une nana, elle part en vacances, quand elle met des photos avec son mari, etc. et tout, c'est genre, tu penses que tout a l'air beau et bien, tout est beau dans sa vie, alors que pas du tout en fait. Et c'est ça qui est dramatique parce que maintenant, Instagram, en fait, on se cale tous, on est tous dans la poursuite du bonheur. Mais c'est quoi le bonheur en fait? C'est des photos sur Instagram avec des grands sourires, etc. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Tu vois? Bien sûr, on est dans le paraître, on n'est pas dans l'être. Et voilà, il ne faut pas se comparer nos vies à celles des autres. Il faut toujours faire une liste de choses sur lesquelles on a de la gratitude. Tu vois, parce que je sais que même certaines jeunes filles, elles sont là dans des situations
elles sont chez elles, voilà, elles sont seules, elles se disent ouais, ma vie, ceci, cela. Mais est-ce que tu aurais préféré être dans la situation de l'autre qui endure, qui est fatigué, qui a la charge mentale, les biberons, les machins et tout, et toi, tu es là avec la mauvaise personne? Non, c'est ça, en fait, je me dis, c'est mieux de... C'est ça. D'attendre la bonne personne, et puis si elle vient pas, comme tu l'as dit... on n'est jamais morte de célibat. Bien sûr, on n'est jamais située par... C'est sûr, mais c'est fou quand même comment les femmes, on a été formatées très jeunes à un certain style d'amour. Par exemple, on va prendre Disney. l'exemple, voilà, les dessins animés où Bien sûr. c'est totalement normal, par exemple La Belle au bois dormant, d'embrasser une fille sans son consentement. Sur chaque princesse Disney, je crois qu'il y a un truc. Disney, il y a de la genre violence. La jalousie entre la belle-mère et Blanche-Neige, oui, elles sont jalouses parce que c'est qui la plus belle. Mais c'est quoi? Tu vois, la rivalité féminine, en fait, c'est tous les reliquats du patriarcat qui nous ont mis en compétition les unes avec les autres, qui a fait en sorte que la femme a un mode de fonctionnement de pensée où elle va être en perpétuelle quête de validation masculine tout le temps. Et c'est ça qui est difficile, c'est que nous, on est en pile dedans en fait. Parce que surtout les générations 90, encore 2010, 2000, ça va, on a accès nous-mêmes à nos propres programmes parce que maintenant il y a le streaming, il y a YouTube. Maintenant on peut se nourrir l'esprit de choses différentes. À l'époque, on n'avait pas le choix. Il y avait la télé, comme tu disais. Il y a Disney Channel, toi tu regardais toujours Disney Channel, tu regardais la chaîne. Nous, quand on rentre à la maison, on regardait pareil, on regardait TF1. On n'avait pas le choix de choisir, nous, ce qu'on voulait regarder, tu vois. C'est pour ça que télévision, en anglais, c'est television. En fait, c'est eux. Television, c'est eux qui nous disent la vision. On a été dictés. Maintenant, on a la capacité de s'instruire par nous-mêmes, de regarder les programmes que nous-mêmes, voilà, et éduquer nos enfants. Et je trouve ça génial quand je vois des vidéos de mamans avec leurs filles qui sont face au miroir, qui disent I am strong, I'm beautiful, et tout. C'est grave important, tu vois. Et je trouve que cette génération-là, il y a eu un éveil de conscience. Comme je dis, on est dans une génération 90 à 2000 où on a essayé de briser un petit peu les traumatismes. C'est maintenant qu'on essaye de les briser, ouais. Ouais, aussi. Tu vois. Mais il y a un truc tout bête aussi, comme moi je trouve cette réflexion qu'il faut qu'on arrête de dire aux petites quand, par exemple, un garçon l'harcèle ou la tape, oh c'est parce qu'il t'aime bien. Ouais. Donc la petite vient de subir une violence et on justifie cette violence par de l'amour. Non. Donc après, plus tard, quand elle va subir des violences, elle va se dire « Oh, c'est parce qu'il m'aime ». Il est jaloux avec... ça commence avec de la jalousie excessive en disant « Non, mais c'est de l'amour ». C'est pas de l'amour. Après, ça va être de l'isolation. On va isoler de la famille, des amis. Et après, on va commencer de la violence. Mais tout ça, elles vont justifier ça comme de l'amour. Et ça commence par des toutes petites réflexions, toutes petites, en disant « Non, mais c'est parce qu'il t'aime bien et tout ». Pas du tout. Très loin de là. Si une personne t'aime bien, elle ne te fait pas souffrir. Aussi simple. Et ça, c'est pour ça que je dis on a été vraiment formaté depuis toute petite à avoir cette vision précise de l'amour qui est mauvaise, qui est malsaine. Et en fait, maintenant, on se réveille. Exactement. On est en train de se réveiller. Exactement. Et surtout aussi, c'est ce que j'en parlais d'ailleurs dans mon dernier TikTok. Moi, j'ai vraiment appris à m'aimer et à me sentir belle quand j'ai arrêté de baser mes standards. Quand j'ai arrêté de baser ma beauté sur les standards des hommes. Je ne sais pas si tu vois, si tu scrolles sur les réseaux, comment s'habiller pour qu'un homme nous trouve belle, les maquillages que les hommes aiment bien, l'attitude que... Ça, c'est les pick-me qui font ça. Non, mais tout le monde en vrai. Ah ouais? C'est ça. Même nous, sans qu'on se rende compte, on va mettre certaines robes parce que voilà, c'est plus féminin, donc ça va plus plaire aux hommes. Non, en fait. Ouais. Moi, par exemple, j'aime beaucoup mettre les costumes qui a un habit totalement masculin. Et tout le monde va dire, oui, mais si tu veux plaire à un homme, il faut que tu t'habilles un peu plus... Non, pas du tout. Je kiffe les costumes. Pourquoi je vais arrêter de mettre un costume? Parce qu'un homme a décidé que c'était mieux de mettre des petites robes à fleurs. Pas du tout. Et c'est là où vraiment je me suis sentie mieux, c'est quand j'ai arrêté de... Je me maquille comme je veux, je me maquille pas comme... Oui, il faut faire les clean girl make-up parce que les hommes, ils aiment pas le maquillage. Je m'en fous. En fait. Je vais me maquiller autant que je veux, je vais mettre autant de costumes que je veux et c'est comme ça. Et moi, je veux trouver une personne, au contraire, qui m'aime comme je suis. Je ne vais pas me travestir pour plaire à quelqu'un. Et à la fin, je me dirais, est-ce qu'il m'aime vraiment pour moi ou l'image que j'ai donnée, en fait? C'est ça, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, et moi, j'ai l'impression que, peut-être dans mes relations passées,
la personne a toujours une image préconçue de moi. Ok. C'est-à-dire, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, il faudrait me la dire, mais et après, une fois qu'il me connaît, il prend peur parce qu'il voit la profondeur de qui je suis en fait, tu vois. Il dit, ah, je voulais peut-être un truc éphémère, un truc pas très sérieux, mais en fait, ah oui, non, c'est vraiment une fille bien. Oups, ah, elle est comme ça, ah ouais, d'accord, ok. Tu vois le délire? Alors peut-être qu'il faut que je fasse un travail sur moi, probablement. Peut-être être moins accessible, peut-être moins gentil, je sais pas. Non, pas forcément. Je sais pas. Faut pas se fermer en disant oui, faut que je sois sans cœur pour qu'il m'aime. Non, pas forcément sans cœur, mais c'est-à-dire, ouais, je sais pas, peut-être moins enthousiaste et tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Parce que moi, j'ai remarqué, j'étais assez, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, mais quand je kiffe quelqu'un, c'est genre, je kiffe, c'est cadeau, c'est machin, c'est... Non, ouais, c'est vraiment, c'est pas bon. Si, c'est bon, c'est un atout. J'ai l'impression qu'ils te respectent pas, les hommes, quand tu fais des choses pour eux, quand tu fais des actions pour eux. C'est pas ça, c'est que ce qui est dommage, c'est même pas les hommes, c'est l'humain en soi. Le côté négatif de cet atout-là, parce que je suis un peu comme toi, j'aime beaucoup donner. Quand j'aime quelqu'un, j'aime donner. Je pense tout le temps à la personne, je me dis comment faire pour la rendre la plus heureuse possible. C'est ça, exactement. Moi, il faut s'aimer plus qu'on aime la personne. Exactement. Voilà. Le défaut dans cette qualité-là, parce qu'il y a un défaut malheureusement, c'est que les gens vont en profiter. Ils vont voir ça, ils vont se dire « Ah, elle, ça se voit, elle a un gros cœur. » Mais sauf qu'elle n'arrive pas à contrôler ce gros cœur-là, donc moi, je peux l'utiliser. Donc moi, je dirais pas forcément de cacher ça parce que ça reste un atout et malheureusement, il y a très peu de personnes qui sont comme toi. Il y a très peu de personnes qui ont un grand cœur. Il y a beaucoup de personnes, au contraire, qui vont voir que l'intérêt, qui vont utiliser les gens et que dès que c'est fini, ils vont se débarrasser. Ouais. Et très peu de personnes qui ont un grand cœur, il faut leur dire de garder ce grand cœur parce que sinon, il n'y aura plus personne et c'est pas le but. Mais je dirais juste de faire attention. Juste de vraiment faire attention, d'attendre, d'être patiente, même au niveau des sentiments, de se dire, ça reste un humain, tu vois. On aime beaucoup. Nous, les femmes, on vit dans notre tête. Mais grave. Moi, je suis trop dans mon monde imaginaire. Mais ça, c'est les femmes. Hein. On est amoureuses d'une image plutôt que de la personne. On idéalise la personne, on imagine, voilà, le fameux potentiel. Oubliez ce mot potentiel, oubliez-le. Non, il faut juste regarder les actes. Vous n'a pas fait des actes, il n'y a pas de potentiel. Le potentiel, c'est quand tu auras la bague au doigt et que tu seras déjà mariée avec truc. Là, tu pourras dire pourquoi pas le potentiel. Avant ça, il n'y a pas de potentiel. C'est fou, hein, quand même. Je sais pas. Moi, je suis la première à me faire des films de ouf, quoi. Mais toutes les femmes. Ah ouais? Toutes les femmes. Et personne ne peut te dire. On est toutes comme ça. Et les hommes aussi, mais eux, c'est différemment. Et je me dis, après, je me dis quand même, c'est pathétique si elle m'arrête. Pourquoi c'est pathétique? Parce que, je sais pas, je me retrouve toujours dans des situations où je suis là. Mais tu sais, ça me fait plaisir de faire plaisir, en vrai de vrai. Donc, je le fais un peu pour moi, tu vois. Mais je suis là, genre, je sais pas. Est-ce que c'est le monde qui est cynique ou est-ce que c'est moi qui suis... Est-ce que c'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Voilà, est-ce que c'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers, tu vois? C'est vrai que moi, j'ai fait le cheminement parce que j'étais vraiment dans la même situation que toi, où j'avais l'impression... J'étais vide. Ah ouais. J'ai tout donné, j'ai tout donné à tout le monde. Et à la fin, moi, il ne me restait plus rien pour moi, tu vois. J'étais tellement à dire, oh non, mais les autres, ce qui est très bien. On aime aider les autres, on aime faire plaisir aux autres, mais le plus important à la fin de la journée, c'est soi. Et j'ai arrêté de trop donner. J'ai commencé à me donner à moi-même. J'ai commencé à dire non. J'ai commencé à être peut-être plus égoïste pour certains, mais moi, je m'en fous. Moi, je prends comme un compliment à être égoïste. C'est-à-dire que je connais ma valeur et je me mettrai toujours moi avant tout le monde. Et maintenant, dès qu'on me dit que t'es égoïste, je dis trop bien. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait du bon taf, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'aimer plus, à me dire, écoute, c'est moi avant tout, c'est mon bonheur avant tout. Et bizarrement, quand tu te mets avant tout le monde, les gens t'aiment plus. Ouais, et les gens ils te mettent sur un piédestal et tout ça. Parce que c'est un que du respect. Exactement. Quand tu vois une personne qui va pas se laisser faire, qui va avoir des limites, peu importe, tu vas donner de l'amour, mais tu vas savoir que la personne, si tu fais quelque chose de mal, va te recadrer et tu vas peut-être plus avoir accès à cette personne-là. Ça inculque le respect. C'est comme les parents quand ils te punissent. Bon, t'es pas content qu'ils te punissent, mais après, quand tu vois au fil du temps, tant mieux en fait.
C'est vrai, en plus, tu sais, j'ai remarqué ça et tout. Et ça, c'est un problème qu'il faut que je corrige aussi. C'est que, tu vois, quand tu aimes une personne, moi, c'est comme, en fait, tu vois, tu parlais de relations enfant-parent, essayer de faire une bêtise, etc. Quand tu as ton enfant et que tu veux lui donner de l'amour, ou par rapport à ton partenaire, il faut que tu fasses comme si c'était un enfant et que tu lui donnais à manger. C'est-à-dire, si tu donnes trop à manger à ton enfant, il va être gavé, tu vois. Donc, faut doser, en fait. C'est ça le truc, c'est que des fois, quand tu veux trop donner, la personne, elle peut pas tout encaisser, tu vois. Il faut savoir doser. Et ça, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne à faire aussi. Et j'ai remarqué un truc aussi, comme je te disais, je suis grave hypersensible. Et l'amour, c'est un amplificateur de la sensibilité. De toutes les choses bonnes comme des choses mauvaises. Quand tu es avec la personne et que tu es hypersensible, genre explosion, tu dis « Ah ouais, trop bien, c'est trop beau l'amour et tout, tu es trop sur ton cloud nine ». Et après, quand ça va mal, c'est genre le sol qui s'ouvre en deux, les enfers et tout. Et en fait, si tu veux, c'est ça le truc, c'est que moi, je suis toujours soit très, très, très haut, soit très, très, très bas, tu vois, dans mes émotions. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai jamais été plus en paix que quand je suis célibataire. Quand je suis amoureuse de quelqu'un et que ça se passe mal, je suis au plus bas. Je suis au plus bas, je n'ai plus confiance en moi, je suis vidée de tout. Je me regarde dans le miroir, je me trouve horrible. Tu vois, et en fait, si tu veux, c'est ça le truc, c'est que. Et c'est pour ça que je suis célibataire, c'est parce que genre, je suis grave en paix. Au moins, quand je suis célibataire, je sais contrôler moi-même. Tu vois, je n'ai pas encore rencontré la personne qui m'a donné la paix, la stabilité, la sécurité. Là, c'est parce que. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est parce que tu aimes bien être célibataire parce que tu as le contrôle sur toi-même. Exactement. Quand tu es en couple, c'est l'amour qui te contrôle, c'est pas toi. Ouais. Complètement. Ça, faut faire un travail, ça. Moi aussi, j'étais comme ça. C'est que en fait, j'arrive à me détacher de la personne. Détacher de... Je sais, pourtant, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Pas avoir d'attachement. C'est pas avoir d'attachement, parce que c'est naturel de s'attacher. Faut pas se dire, ouais, j'ai plus de sentiments, je m'en fous des gens. C'est impossible. Quand tu vas commencer à apprécier la personne, ça va se faire naturellement. Mais se détacher de la situation. Il m'aime, je l'aime. Bon, on s'est embrouillé. Ça va s'arranger. Si c'est une personne bien, on va passer au-dessus. Si c'est une personne qui n'est pas faite pour moi, bah tant pis. Ouais. Et c'est compliqué d'avoir cette mentalité-là, parce que tu te dis toujours, ah ouais, mais j'aurais voulu le garder avec moi, j'aurais voulu que ça continue, j'aurais voulu. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et il y a la dimension du potentiel, ton amoureux du potentiel que machin, et qui n'existe pas. Et ça aussi, faut être terre à terre, tu vois. Voilà. Écoute, je te propose, si tu veux, qu'on boive le thé, mais qu'on aille sur la partie canapé. Yes. T'es OK? Avec plaisir. Allez, c'est parti. T'as kiffé le couscous? C'était good? Trop bon. Vraiment, bien. Merci. C'était top. Avec plaisir. OK, bah alors maintenant, on est en mode petit dessert. Yes. Donc, j'ai une petite surprise pour toi. Je suis passée chez Thémas Cake. J'ai toujours voulu tester en plus. Ah bah tu vois, on va faire des petites dégustations alors. On a plein de trucs à se dire, donc on fera un petit TikTok des dégustations tout à l'heure. Comme ça, on vous donne rendez-vous sur TikTok pour aller nous suivre. Donc regarde, là, ils nous ont mis café, ça c'est quoi? C'est noix de pécan, fèves de tonka et passion. Je te laisse regarder. Et dans l'autre, vraiment, ils nous ont vraiment gâtés. Et là, on a cacahuètes, trop bon, framboise et mangue. Est-ce qu'il y en a un que tu veux qu'on goûte déjà pour commencer? Peut-être cacahuètes. Cacahuètes, ouais, il paraît que c'est celui qui est le plus hypé là, vraiment. Vas-y, je te débarrasse de ça. On va poser ça là. Je t'ai préparé le thé, of course. Ah. Voilà. Bon. Merci. Est-ce que tu veux qu'on l'ouvre en deux ou Ouais, je crois qu'on va faire comme ça. Hein. Vas-y, on va tester. Ouh. Le croquant là. Le croquant. Attends, hop, je la partage en deux comme ça. Je sais pas s'il y a une petite assiette. Merci. Voilà. On va goûter. Il paraît que c'est le meilleur. Ouais, c'est le plus connu. C'est trop bon. C'est trop bon. Pas mal du tout. C'est trop bon. On sent bien la cacahuète et tout. Oh mon Dieu. Incroyable. Très bon. Vraiment. Thémas Cake là, elle mérite son succès. Elle mérite vraiment son succès. D'ailleurs, je pense que je vais la recevoir bientôt. Ah ouais? En confidence, ouais. Trop bien. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu déjà, avant de parler de ton glow-up, parce que tu motives grave les filles sur les réseaux.
Merci. Et franchement, même moi, tu me motives et j'ai honte parce que hier, j'ai vu une vidéo de toi, tu étais en mode sport et tout. Pendant le ramadan, moi, j'ai arrêté. Je suis en mode, le soir, je mange des cochonneries et tout. Mais déjà, avant d'arriver sur YouTube, tu faisais quoi? Moi, je suis arrivée sur YouTube, j'étais très très jeune. J'étais encore au lycée. Tu as commencé en parallèle de tes études, quoi. Voilà. J'avais 17 ans et demi, presque 18 ans. Donc, je venais à peine de finir le lycée. Ouais. Et moi, j'ai commencé dans la bonne vague, on peut dire ça. J'ai commencé à l'époque des story time. Donc, je faisais beaucoup de story time parce que voilà, j'aimais beaucoup raconter ma vie. J'avais des histoires un peu farfelues. Ouais. Tu sais, c'est l'adolescence, tu fais des bêtises et tout. Ouais. Donc, il y avait plein de trucs sympas et ça a beaucoup pris. Alhamdoulilah. Et après, j'ai commencé à faire de la beauté. J'ai eu beaucoup de changements au niveau de ma chaîne parce que je suis quelqu'un, je ne me niche pas dans un contenu. C'est bien. Je fais ce que j'ai envie de faire. Bien sûr. C'est-à-dire que là, je fais beaucoup d'analyse, divertissement, transformation chirurgie, mais demain, je peux faire autre chose totale. Parce que je suis vraiment pas en mode... Et heureusement, j'ai une communauté qui est très réceptive aussi à ça. Dès que je change de contenu, et tant qu'ils aiment bien, ils suivent, tu vois. Donc, je suis quelqu'un, je change beaucoup. Donc, j'ai fait de la beauté, j'ai fait du lifestyle, j'ai fait du contenu aussi sport, j'ai fait quoi. Et maintenant, je suis dans l'analyse, divertissement, et je kiffe, je surkiffe. Ouais. Donc ouais, je suis contente. Mais c'est trop bien. Donc toi, tu es d'origine togolaise. C'est ça, française. Et tu es de Paris ou Pas du tout, moi je viens de province, de Angers. Trop bien. Et tu vois où c'est? Bah oui, je vois où c'est. Ah. Mais du coup, tu peux aller les voir de tes parents et tout de temps en temps. Ouais, c'est pas très 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 loin. C'est à 2h30. Ouais. 2h30 en voiture. Et qu'est-ce qui t'a fait bouger à Paris du coup? C'est vrai que moi je suis pas trop province. Ouais. J'aime beaucoup les grosses villes, j'aime beaucoup quand ça bouge. Et même si Angers, c'est une très belle ville, pour mes enfants qui voient, j'avais besoin de quelque chose qui bouge un petit peu plus. Donc, je suis partie. Après, je suis jeune. Donc, c'est bien de bouger tant qu'on peut. J'ai pas de responsabilité, j'ai pas d'enfant ni de mari. Donc, let's go. J'ai remarqué un truc, c'est que ta chaîne, elle a pris un grand tournant quand tu as porté le voile. Je voulais parler de spiritualité avec toi, savoir est-ce que tu as toujours été musulmane ou est-ce que tu t'es convertie et à quel moment tu as pris la décision de passer le cap? Déjà, on est dans la religion musulmane, on est tous musulmans et après on va venir, en fait c'est notre famille et notre entourage qui va un peu désigner notre religion. Donc moi je suis reconvertie, on dit ça reconvertie, donc j'ai eu mon cheminement vers l'islam à partir de mes 17 ans et demi. À peu près au même temps que j'ai commencé ma chaîne YouTube, mais je n'avais pas du tout les épaules pour me convertir à ce moment-là. Donc je cheminais personnellement. Il n'y a personne qui m'a aidée ou truc. C'est vraiment moi-même, avec la lecture du Coran, que j'ai eu cette envie de me convertir. Donc à 17 ans et demi, je commençais à apprendre un petit peu la prière, à lire... caché un petit peu de mon côté parce que j'ai une famille qui n'est pas du tout musulmane et après là il y a maintenant 3 ans, alhamdoulilah, j'ai fait ma conversion et là ça fait 1 an et demi que je porte le voile et alhamdoulilah je suis super contente. Ma famille l'a accepté, maintenant je porte le voile, c'est quelque chose qui est assez personnel. Le voile c'est un cheminement à faire seule et j'en suis très très contente de le porter. Après, je porte le foulard. J'aime pas dire voile parce que là, par exemple, on voit mon cou. Oui, voilà. Des fois, je mets des turbans. Des fois, je cache mon cou. Donc, j'aime pas dire voile parce que ça serait hypocrite parce qu'un jour, je mets des turbans, un jour, je mets le voile. Donc, je préfère dire foulard. Comme ça, je ne veux pas... emmener les gens dans une direction qui est fausse parce que je ne porte pas le voile en soi. Il y a quelques critères quand même pour remplir à l'obligation du voile. Donc je dis je porte le foulard. Des fois je porte le turban, des fois je porte le voile. Donc je dis je couvre ma tête. J'essaie d'être le plus modeste possible et puis voilà. En tout cas, ça te va trop bien. Merci. Et tu avais quand même des vidéos que tu as dû retirer. Moi, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux. Et après, du jour au lendemain, j'ai vu ton Instagram, tu as tout effacé. Ouais. Et je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et après tu as fait l'annonce. En fait, au début, tu l'as pas dit directement. Oui, j'ai jamais fait d'annonce.
J'ai jamais dit que je dévoilais. J'ai juste tout effacé et vas-y, mais même j'ai pas fait de vidéo. Ouais, je suis voilée. En fait, je suis arrivée d'un jour, j'ai fait une analyse. Bonjour. Et donc du coup, les gens ils ont pris ça comment? Mes abonnés, ils s'en foutent. J'ai plein la moitié, je pense qu'ils sont pas musulmans. Ils se sont dit bah nous on regarde tes analyses, on s'en fout que t'as un truc sur la tête ou pas, tu vois. Et j'ai pas voulu impliquer ma religion dedans, tout simplement parce que c'est un choix personnel et ça reste du domaine privé. Donc pour ça, j'ai jamais fait d'annonce, j'ai jamais fait de vidéo, je suis voilée et c'est tout. Et j'en ferai jamais. Parce que ça reste quand même un truc perso et je pense que les gens n'ont absolument aucune position et un avis à mettre sur ça parce que ça reste mon choix. Et puis ils s'en foutent aussi. Hein. Mais je trouve ça incroyable que tu aies réussi à avoir une communauté tout en gardant ta pudeur. Parce que tu sais, je sais pas si... Bon, tu as déjà fait des analyses sur des personnes qui sont overexposées sur les réseaux sociaux, que ce soit Poupette Kenza ou des gens, tu vois, qui racontent tout de leur vie, tu vois. C'est ça. Et qui se retrouvent à avoir des personnes qui sont fanatiques d'eux, tu vois. Même certaines autres youtubeuses, sans aller dans les extrêmes, par exemple... t'en as plein, t'as Yanissa, t'as Sananas, mais quand même, elles partagent leur quotidien. Tu vois, elles partagent leur vie, etc. Toi, tu as quand même réussi à fidéliser une communauté tout en gardant privé ta vie, quoi. Tu vois, c'est fou. Hein. C'est quoi la recette, en fait? Je pense pas vraiment qu'il y a de recette, mais j'aime bien, je vais pas dire créer une distance, mais j'aime montrer ma vie sans forcément que tu la connaisses en vérité. Par exemple, je vais te montrer ma vie, mais en vrai, tu ne sauras pas le fond de ce que c'est. Parce que je vois quand même le travail de l'influence comme une passion, mais ça reste un travail. C'est-à-dire que j'ai quand même ma vie à côté. Et comme je t'ai dit, il y a eu une époque où j'ai exposé un peu trop ma vie. Et j'ai vraiment eu le retour de la médaille. Et c'est une erreur que je ne ferai plus. Moi aussi, ça m'est arrivé. Voilà. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment... c'est là où j'ai commencé les analyses, qui sont des vidéos qui ne parlent pas de moi. Donc, ça a déjà créé une barrière entre ma vie et mes abonnés. Donc, c'est vrai que alhamdoulilah, j'ai une très bonne communauté. J'ai pas du tout beaucoup de haters, j'ai pas une communauté qui va juger, j'ai pas une communauté... je suis quand même assez entière. Je suis transparente et je fais attention à ce que je fais. Et ils respectent le fait que voilà, je ne montre pas vraiment ma vie. Je montre ce que j'ai envie de montrer et ça s'arrête là. Et je pense que ça les satisfait aussi parce qu'ils n'en demandent pas. Ils ne sont pas là en mode « oui, mais nous, on veut ça, on veut ça ». J'ai fait un vlog, une de mes dernières vidéos. Ils étaient très contents parce que voilà, je montrais un petit peu plus de ma vie, mais ça s'arrêtera là. Et je pense que pour moi, c'est la meilleure défense pour protéger sa vie privée, pour protéger son entourage. Parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai décidé d'être exposée, mais pas tout le monde autour de moi. Et l'harcèlement, les mauvais commentaires, même les gens qui viennent dans la vraie vie, c'est impactant et pas tout le monde a les épaules pour ça. Donc, je préfère vraiment garder ma vie privée. Mais je suis d'accord. Je sais pas si tu vois les derniers scandales là, sur les réseaux sociaux. On a eu Mélanite qui a pété des câbles parce que son mari l'avait trompé, son compagnon, il l'avait trompé avec soi-disant une autre candidate de télé-réalité. On a eu le Marois Vincent, Rime, machin et tout. Tu te rends compte, moi j'essaye de mettre 2 secondes à la place de Marois qui se prend des insultes toute la journée. Les comparaisons entre machins, vivons heureux, vivons cachés, on est d'accord. Exactement. Comment est-ce que ces personnes-là, elles pourraient éviter pour leur santé mentale de s'exposer comme elles le font? Après, c'est compliqué parce que... là, en l'occurrence, c'est des gens de télé-réalité, mais il y en a qui ne font pas forcément de la télé-réalité, qui sont grave exposés aussi. Après, c'est compliqué comme sujet parce que le cœur de leur travail, c'est leur vie. Alors que moi, le cœur de mon travail, c'est pas du tout ma vie. C'est très loin. Ça n'a rien à voir. C'est un peu comme un métier de journalisme où j'étudie des cas. Complètement. Mais quand ton travail, c'est montrer ta vie, c'est compliqué de balancer entre avoir quand même son intimité et montrer ce que tu dois faire, quoi. Donc... par exemple, moi, je trouve que Yanissa, ça va. Elle arrive quand même à bien jongler. Parce que Yanissa, en fait, elle, c'est l'archétype de la youtubeuse qui a tout en place. Tu vois, c'est-à-dire son mari, ça va, sa relation, ça va, ils sont super soudés, ses enfants, ça va, alhamdoulilah.
tout va bien. Et en fait, si tu veux, elle arrive à jongler. Elle a fait les bons choix, je pense, dans sa vie. Et vraiment, elle arrive vraiment à bien jongler notoriété, vie de famille, etc. Ouais, parce que imaginons cette enfant-là, c'est parce que je sais, si demain ça se finit avec son mari, son copain, je pense pas qu'ils seront là à faire des stories. C'est fini parce que tatati tatata. Je pense que du jour au lendemain, on ne les verra plus ensemble. Et plus tard, ils feront un communiqué presse comme quoi, voilà, ils sont séparés. Ça s'arrêtera là. C'est sûr que oui, il faut savoir bien gérer. Et je pense que tu m'as parlé du cas de Marwa. Alors, je vois qui c'est une très, très jolie femme en plus. Mais je pense que des fois, il faut savoir un petit peu contrôler ses émotions. Et je pense qu'avec tout ça, je vois déjà qu'elle est un petit peu backup au niveau des réseaux et tout, qu'elle est un petit peu moins... qu'avec tout ce qui s'est passé, elle est un petit peu moins investie. Et peut-être qu'on ne sait pas, ça se trouve, dans un futur proche, elle aura appris de cette erreur-là et elle se dira, bon, la prochaine personne avec qui je serai, je ne l'exposerai pas. Aussi simple, ou je ferai vraiment une séparation entre ma vie intime et les réseaux. Puis il y a même plein de couples aussi sur TikTok qui se sont séparés dernièrement, il y a eu des histoires et tout ça, tout est exposé et c'est toujours amplifié. J'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est un amplificateur de tout aussi, tu vois. C'est sûr. Il y a quelques mois, tu t'es mis à fond dans le sport et dans la diète et tout ça, et tu as fait une transformation, machallah, moins 20 kilos. Je veux que tu me racontes déjà le début. Est-ce que le poids, ça a toujours été un truc sur lequel tu as struggle quand tu étais plus jeune? Tu étais comment adolescente? J'ai toujours été bouboule, tout le temps. J'ai tout le temps été en surpoids. Et j'ai toujours eu ce truc où j'étais toujours la fille qui est un petit peu plus épaisse que d'autres. Et par exemple, j'ai ma sœur que j'aime de tout mon cœur. Love you! Et on a souvent fait la comparaison parce qu'elle est très athlétique, très fine. Et moi, j'étais la petite bouboule à côté qui mangeait un peu trop. Ça me rappelle quelque chose, moi aussi. J'ai exactement avec ma grande sœur et tout. C'est ça. Donc, j'ai toujours ce truc de faut que je perde du poids. Depuis que je suis née, jusqu'à, je pense, à partir de mes 7 ans, j'ai toujours été en régime. Et c'est triste de se dire, depuis que t'es née, t'as jamais connu une vie sans faut que je perde du poids, faut que je fasse attention. Putain, moi, c'est pareil, je te jure. C'est ça. Fou, hein. Et quand j'étais jeune, j'ai fait une très grosse perte de poids aussi. Mais elle était... À quel âge? J'avais 17 ans, 18 ans. Ok. Mais elle était très malsaine. Je suis tombée dans énormément de TCA, comme la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie. Parce que je voulais perdre énormément de poids. J'avais subi aussi de l'harcèlement quand j'étais au collège, par rapport à mon poids, mon physique et tout. Donc j'étais là, je rentre au lycée, il faut que je sois la plus belle. Donc j'ai perdu énormément de poids, mais encore plus vite. Je crois en 5 mois, j'ai perdu 25 kilos, ce qui est énorme. 25 kilos. Je mangeais pas de sucre pendant un an. Même un gâteau, même un petit gâteau, je mangeais pas pendant un an. T'imagines pas manger un seul gâteau pendant un an? Ouais, aussi, j'imagine parce que je dormais pas. Je faisais des insomnies, mais pendant des mois, je dormais pas. Je mangeais pas, je tombais très vite dans les pommes. Vraiment, c'était... Après, j'avais un corps de fou, mais c'était pas ça. Et c'est là où j'ai commencé à faire de l'hyperphagie parce que quand je suis arrivée à mon stade, mon poids rêvé, je me suis dit, c'est cool et tout. Et il y a un petit truc qui me disait, t'es arrivé à ton poids idéal, tu peux te faire plaisir, sauf que mon corps, ça fait 1 an qu'il n'a pas mangé de gras. Il a claqué, tu vois. Dès qu'il a commencé un truc, c'est là où tu commences à trembler, où tu te rends plus compte que tu as dévalisé ton frigo, en fait. C'est ça, en fait, une relation avec la nourriture, comme si c'était quelque chose... de compulsif. Ouais, c'est ça, en fait, pour combler un manque que tu as en toi. C'est ça. C'est là où j'ai commencé à prendre la nourriture comme du réconfort. Tu vois, c'était un ami, je parlais pas, non, je mangeais, tu vois. Quand j'avais un truc qui me faisait mal, voilà, j'avais besoin de manger, j'avais besoin... En fait, c'était ce sentiment... Tu mangeais tes émotions. Exactement. Dès que j'avais fini de faire ma crise, j'étais là, ça va mieux. Alors que non. Mais, putain, si tu as besoin d'extérioriser, tu pleures, tu cries, tu danses, tu parles, mais tu n'as pas besoin de prendre la nourriture pour... C'est pas du tout le bon truc, quoi. Ouais. Mais après, ça fait 7 mois maintenant. J'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire où là, j'ai fait totalement différent. Alors, je compte mes calories, je fais attention, mais je mange.
Je me fais plaisir. Une fois par semaine, je mange un repas. C'est quoi qui a été le déclic pour perdre du poids comme ça? Je me suis pesée et je suis arrivée à 98 kilos et j'ai jamais voulu passer la barre des 100. Ouais. J'ai jamais fait 100 et je voulais pas passer la barre des 100, tout simplement. Waouh. Et je peux te demander ta taille? Je suis à 1m75. Ah ouais, t'es grande en plus. Je suis grande. T'es super grande. Mais je suis quelqu'un, moi j'aime beaucoup les physiques athlétiques, tu vois, et très fines. Ouais. Donc là, j'ai un objectif aussi de poids que j'ai pas encore atteint, mais je vais atteindre, Inch'Allah. Et moi, de base, je peux tourner à partir de 70 kg jusqu'à même 75 kg, parce que je suis quand même assez grande. Très grande, ouais. Voilà. 70, c'est très bien. C'est très bien. Mais tu vois, là, je ne me suis pas pesée, donc je dois être à 78, 77, 80 max. Mais j'étais à ce poids-là il y a 3 ans, 4 ans, et je me trouvais grosse. Alors que là, j'ai repris ce poids-là. Bon, c'est pas pareil parce que là, je suis plus musclée, donc au niveau de la proportion du corps, c'est pas pareil. Ouais. C'est même le gras, il se stocke différemment. Mais je me dis, mais pourquoi je me suis trouvée grosse à ce moment-là? J'étais folle en fait. Ouais. Et quand j'étais à presque 100 kilos, parce que j'étais à 98, 99, je re-regardais mes photos d'avant et je me disais, mais comment j'ai pu pas me trouver belle à ce moment-là? Comment j'ai pu me trouver grosse alors que j'étais totalement normale? Et maintenant que j'ai retrouvé ce poids, je me dis, mais jamais de la vie, je reparlerai comme ça de moi. Genre, c'est la folie. T'avais pas le même mindset qu'aujourd'hui aussi. C'est ça. Et moi, je voulais savoir comment t'as fait pour en arriver à 98 kilos? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu changes comme ça? Ça, c'est malheureusement, moi je dis toujours, tu sais, quand tu prends du poids parce que tu es heureuse, c'est cool. Tu sais, c'est du poids, mais quand tu prends du poids quand tu es malheureuse, ça c'est horrible. Ouais. Et j'ai eu une séparation avec une personne avec qui je partageais ma vie pendant quelques années. Et je pense que ça a eu un impact sur moi. J'ai eu aussi ma conversion. Tout ça, c'est des petits trucs perso qui sont passés dans ma vie où vraiment j'étais seule et j'avais rien à part la nourriture. Donc je comptais pas mes calories. C'était pas forcément je mangeais pas forcément beaucoup dans la journée, mais je mangeais des gros plats très caloriques. Et je suis arrivée à un poids où je sortais plus, je restais dans mon lit et je mangeais et on s'en rend pas compte. Et en quelques mois, tu peux prendre tellement vite. Surtout, moi, j'ai un organisme qui perd très vite, mais qui prend aussi énormément vite. Et je suis quelqu'un, je prends très très vite. Et en quelques mois, j'ai eu les presque 14 kilos d'un coup. Et je ne me reconnaissais pas. C'était horrible. C'était l'une des pires périodes de ma vie où je me reconnaissais devant le miroir. J'ai dit, c'est qui cette personne? T'étais déprimée aussi? Je voulais pas qu'on me prenne en photo. Je m'habillais plus. Enfin, je m'habillais tout le temps en jogging. Enfin, j'étais... C'est pour ça que pendant ces 3 dernières années, j'allais plus à des événements. Après, j'ai eu d'autres choses aussi personnelles, mais je me mélangeais pas. J'étais vraiment dans mon coin et voilà. Je faisais mes vidéos. Je montais mes vidéos, je me trouvais horrible. Ouais, sachez que toutes les vidéos, même c'est trop dur. Même moi, quand je monte les vidéos, il y a des fois horrible. Même là, avant les 6 mois, avant les 7 mois là, des fois je regardais mes vidéos, j'étais là, mais je le montre parce que j'aime mon travail, mais sinon, ouais. Moi, ça m'a trop touchée, la vidéo que tu as faite sur ton Instagram où tu étais là, bon, c'est le verdict, je vais me peser, et après tu as fondu en larmes parce que c'est tellement du travail. Enfin, je veux dire, les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point le physique, il a un impact sur le psychique. Bien sûr. Tu vois, si tu veux glow up, si tu ne te sens pas bien dans ton corps, tu ne pourras pas être bien dans ta tête. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais que tout ça, la façon dont comme beaucoup me disent, mais Anaïs, mais tu t'es transformée en 7 mois, genre, tu n'as plus rien à voir avec celle d'avant, physiquement, mentalement et tout. Mais la perte de poids, c'est ça qui m'a aidée à avoir confiance en moi. Le fait que je me lève tous les jours avec la même discipline, que tous les jours, peu importe qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que j'ai pas envie, que j'ai mal au ventre, que j'ai mes menstrues, que j'ai mal à la tête, mon corps va se lever. En fait, je suis arrivée à un point où genre, je ne me rends pas compte. Genre, je vais cligner des yeux et je suis sur le tapis de sport. Je dis, ok. Parce que mon cerveau, il a tellement imprimé ça comme tu te brosses les dents que, en fait, il le fait automatiquement. Et quand je le fais pas, j'ai dit, attends, mais il y a moins qu'un truc dans ma journée là. Ah oui, j'ai pas fait mes 2 heures de sport, c'est pour ça. Et c'est fou ça. Et au début, c'était
c'est pour ça que je dis si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire, parce que j'étais la personne qui faisait... Sur mon téléphone, j'avais 300 pas maximum par jour. Non mais 300 pas, c'est même pas, genre c'est 5 allers-retours. Hein. Ouais, c'est vraiment ce que je fais en ce moment là, tu vois. C'est les 300 pas du ramadan. Mais c'est pour dire que vraiment je suis quelqu'un, je me trouvais toutes les excuses possibles et inimaginables. Vrai, ouais. J'avais même commencé à avoir un androcologue, ouais, on peut dire ça. Un endocrino. Voilà, exactement. Ouais. Et il m'avait donné des médicaments pour coupe-faim. C'était pas Ozempic. Hein. T'avais une insuffisance... J'ai une résistance à l'insuline. Résistance à l'insuline. Et il m'a donné des coupe-faim parce que oui, j'étais le profil type pour avoir le diabète 2, tu vois. Et j'ai même vu que tu avais songé à te faire poser un anneau gastrique. Ouais. Je l'ai fait. Ah, mais j'étais... De toute façon, quand on arrivait à un point, c'est ça que les gens... Je trouve qu'ils sont pas assez cléments. D'empathie. Voilà, ils ont pas d'empathie quand des personnes... Quand on arrive à un moment où on n'arrive plus à se regarder dans un miroir, où on n'aime pas notre corps, c'est très compliqué. Les gens, ils sont obligés de des fois aller dans des extrêmes. Après, ce que je pousse pas. Mais de toute façon, j'ai eu ce rendez-vous avec ce médecin-là. Et il m'a donné ces médicaments qui n'ont rien fait. Genre, j'ai perdu 3 kilos, je crois, en 4 mois. J'avais de l'acné partout. Et ça me donnait juste envie de vomir. Et donc, j'ai arrêté le traitement. Et je me suis dit, de toute façon, Anaïs, que tu le veuilles ou non, il n'y a pas de solution facile. Je disais dans ma vidéo transformation, il n'y a pas de toboggan. Il faut que tu prennes l'escalier. L'escalier va être long, il va être chiant. Mais qu'est-ce que ça te coûte Pour une fois, tu n'abandonnes pas. Pour une fois, tu continues. Mes premiers résultats, c'était après 4 mois. T'imagines 4 mois d'efforts, tu as 0 résultat. Au bout d'un mois, la personne, elle abandonne. Pourquoi faire ? Ton poids, il ne bouge pas. Ton corps, il ne bouge pas. Mon corps, il ne bougeait même pas 1 centimètre. Et du jour au lendemain, bam, c'est là où ça a commencé. Toi aussi, tu as perdu beaucoup de poids au bout d'un moment. Quand j'étais plus jeune, j'étais en surpoids. Quand j'ai perdu mon père, j'avais 9 ans. J'ai explosé. Genre, comme toi, je mangeais mes émotions. Je suis devenue assez costaud. J'ai fait un premier régime en 6e. J'avais perdu 10 kilos en un été. Donc, c'était mon tout premier régime. Et moi, je ne savais pas que... J'avais 12 ans. J'étais petite. Je ne savais pas que quand tu avais maigri et que tu remangeais comme avant, j'ai pris le double, du coup. Et après, j'étais grassouillette jusqu'à la 3e. Et je me suis dit, bon, tu vas aller au lycée, Siam. Maintenant, il faut que tu te mettes... ouais, t'as comme moi, ouais. Et pareil que toi. Et tu vois, pour revenir sur ma sœur, ce que tu disais, ta sœur athlétique et toi, t'étais bouboule. Moi, pareil. Un jour, il y a une dame... On prenait le bus pour aller à l'école avec ma grande sœur. Il y avait une hater qui était à chaque fois dans le bus. Et elle était vraiment très, très, très grosse. Elle était énorme, une baleine, vraiment. Et elle se permettait de me critiquer, moi, et de critiquer ma sœur. Ma sœur était très mince. Et moi, j'étais j'étais pas très grosse, tu vois. J'étais grassouillette, j'étais bouboule, tu vois. Ouais. Et un jour, elle nous sort la vanne on a eu toutes les vannes du style un petit peu ma sœur la baguette et moi, la boule. Un jour, elle commençait à éclater de rire, elle dit « ha 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 » et ma soeur dit « mais pourquoi tu rigoles ?» Et elle dit « non, j'étais en train de penser dans une cuisse de bœuf, toi tu serais l'os et ta soeur ce serait la viande, ha 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 » Et là, la Siam, qui avait 7 ans à l'époque, elle se lève du bus, elle se tourne et je lui dis « toi tu serais le bœuf tout entier !» Et depuis, elle a arrêté de me... l'accent du de ouf. Depuis, elle a arrêté de me... Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais un peu grosse, tu vois. Là... Plus aussi toutes mes tantes qui venaient à la maison. Ah, bagra, rouhana, bagra. Bagra, ça veut dire la vache en arabe, tu vois. Je me faisais traiter de vache, de machin. J'en avais marre. J'ai voulu maigrir. Et c'est pour ça que j'ai toujours tu vois, ce stress-là, même quand je prends un peu de poids et que je dis, on est obsédé à vie. Après, on est au régime à vie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est fou que notre physique, et surtout quand on quitte une relation amoureuse, Moi, ça m'est arrivé aussi, pareil, mon glow-up. Il n'y a pas meilleur glow-up qu'un cœur brisé, les meufs. Je vous le dis. Après un cœur brisé, vous avez la capacité de glow-up. C'est toujours le moment où on se met en premier. Mais tu sais que les hommes, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi elle n'a pas fait ça quand elle était ensemble ? Oui, mais parce que là, quand je suis libre, c'est toi qui as aspiré toute mon énergie. Donc là, pour moi, là, c'est bon. Là, je suis libre. Ma tête est libérée.
Je te jure, ta tête, elle est libérée, tu te mets en premier, tu fais dans tes priorités, tu adoptes ta discipline. C'est ça. Tu n'as pas la moitié de ton cerveau occupé à penser est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il fait ça, est-ce que je vais lui plaire, est-ce que nanana. Non, là, il n'y a que toi et toi-même. Exactement. Mais j'aimerais bien avoir cette discipline de me lever le matin, bam, je suis à la salle, bam, je fais ça, bam, je fais mes mails, bam, je fais mes montages vidéo, bam, j'organise mes tournages. Putain, mais c'est exactement ça. Et c'est ça le truc, c'est que quand on est comme ça en mode proactive et tout, c'est dur de trouver la place pour une autre personne. C'est très dur. Hein. Parce que pour moi, c'est sacrifier ce que j'ai beaucoup travaillé pour, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je suis flemmarde. Moi, je suis une très grande flemmarde. J'adore dormir, j'adore rester dans mon lit. Si je pouvais, mon paradis, hein, rester dans mon lit avec un pot de Ben & Jerry's. Ah ouais. Ben & Jerry's, on supporte Ben & Jerry's ici. Oui, Ben & Jerry's, s'il vous plaît. Que je précise bien. Devant une série, tout le long de ma vie, pour l'éternité. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas le sport. Et maintenant, j'adore le sport. Pour moi, c'est comme la skincare. C'est quelque chose que mon corps a besoin. Et le sport, c'est un moment de bien-être. C'est mon moment à moi. Et puis c'est une thérapie aussi. C'est ça. Tu vois, je fais mon sport, je mets toujours en mode ne pas déranger parce que c'est mon moment. J'ai pas envie que les gens m'appellent. J'ai pas envie qu'on m'envoie des messages. Laissez-moi profiter de mon moment, tu vois. Et j'avais pas du tout cette mentalité-là. Moi, j'étais quelqu'un... à l'époque, je m'en souviens, j'étais même avec un coach et tout. Il me dit, mais tu trouves toutes les solutions possibles sauf travailler, en fait. Il faut que tu travailles. Et perdre du poids, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on essaie de tout faire sauf travailler. Tu fais attention à tes calories, tu les comptes, tu regardes tes portions, tu fais du sport, tu vas perdre du poids. Après, je ne parle pas de ceux qui ont des conditions spéciales avec des maladies, des traitements, où ils ont par exemple aussi de la SOPK, résistance à l'insuline. Ça, c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça, il faut voir avec un spécialiste et tout. Mais si tu es en bonne santé, tu es quelqu'un qui perd quand même du poids, il faut juste... La motivation. La motivation. Pas forcément. La motivation, elle n'est jamais là. Des fois, tu n'as pas la motivation. C'est la discipline. La discipline. Et aussi, si des fois, vous n'avez pas envie, il y a des fois, on n'a pas envie, tu vois. Juste faites un petit peu. Et juste aller à la salle. Envie de faire plus. Et je vous jure, c'est ça. C'est comme par exemple, si par exemple, vous avez un travail à faire, tu vois, sur ton ordinateur et tout, essaye de te mettre 5 minutes devant ton ordinateur, d'essayer. Et je vous jure qu'en fait, vous allez être pris par le truc et vous allez finir votre travail. C'est parce que des fois, on a des trucs qui nous retiennent ou des mauvaises voix dans nos têtes. Nous disent, ah non, on fera demain, on fera demain, de la procrastination. Non, allez-y et testez. Et il faut bouger. Donc, toi, tu conseilles de faire 1000 pas par jour moi, c'est 10 000 pas par jour. 10 000 pas. 1000 pas. J'ai voyé 10 000 et j'ai 10 000. Moi, j'essaie de faire 10 000 pas par jour. Ça correspond à... 1h40, 2 heures de marche. Ouais. Okay. Donc, après, c'est moi. Si moi, j'ai commencé... je dis ça parce que là, ça fait 7 mois. J'ai commencé, j'étais à 3000 pas. Hein. J'étais à 1 heure maximum. J'étais KO. Et c'est très bien. Des fois, je dis même, commence 20 minutes, 30 minutes. Chacun est différent, tout le monde va petit à petit. Moi, je dis même, va juste à la salle. Ouais. Tu fais 15 minutes de tapis, c'est 15 minutes de tapis. Ne sous-estimez pas ce qu'on fait. Chaque petit pas, c'est mieux que de rien faire du tout. Il y a des gens, ils ont perdu des kilos entiers juste en faisant 10 minutes de sport. De toute façon, la perte de poids, on va être honnête, c'est pas le sport qui va te faire perdre du poids, c'est ce que tu manges. Ouais, faire attention à l'alimentation surtout. C'est vraiment ce que je disais dans ma vidéo, il faut se focaliser sur la nourriture, c'est 90% de la perte de poids et 10% si tu as envie d'aller plus vite, si tu as envie de te muscler, si tu veux avoir un beau corps bien, harmonieux, c'est 10% le reste. Ouais. Le sport, moi je dis, pour commencer à un glow-up, il faut parler. Moi, c'est mental avant tout. J'ai commencé vraiment à prendre le sport, la nourriture au sérieux quand j'ai commencé à voir ma relation avec la nourriture. Ok, la nourriture n'est pas mon ami, la nourriture ne va pas m'aider. Il y a des trucs qui se passent dans ma vie, il y a des trucs que je dois dire, il y a des trucs que je dois parler, avant même de commencer à vouloir perdre du poids. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à parler, de ne plus voir la nourriture comme c'était, comme une relation. C'était vraiment une relation que j'avais avec la nourriture. Et c'est là où tout ça s'est débloqué. Donc moi, je conseille toujours de voir qu'est-ce qui se passe, parce que comme tu as dit, comment j'ai pu prendre autant de poids comme ça d'un coup. Qu'est-ce qui a amené à cette prise de poids? Quelle est la relation que tu as vraiment avec la nourriture? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Et après, tu vas commencer à faire un rééquilibrage. Parce que si tu te lances dans le rééquilibrage comme ça, mais tu as encore tous tes démons, tu vas pas durer très longtemps, tu vois. Moi, à chaque fois que j'ai pris du poids, c'est parce que j'étais en dépression. Hein. Moi, ça n'a jamais été... Moi, je perds du poids quand je suis heureuse. Je perds du poids quand je suis heureuse. Voilà.
Quand je suis heureuse, je perds du poids. Parce qu'en fait, j'ai plus ce besoin de manger. Tu penses pas à la bouffe, tu vois. C'est ça. C'est fou. J'ai vu dans une de tes vidéos, Anaïs, que toi, tu veux pas d'enfant. Non. Comment ça se fait? C'est bizarre hein, quand on me dit ça. On me dit, Anaïs, t'es musulmane, t'es voilée, tu veux pas d'enfant. Ben oui, justement, il faut normaliser, justement. Il y a tout style de personnes. Il y a des musulmanes qui sont voilées et qui veulent pas forcément d'enfants. Qui veut pas se marier. Qui veut pas forcément se marier. Exactement. Toi, t'aimerais quand même te marier, mais c'est juste le fait... C'est pas une priorité. En fait, je me dis, si je trouve quelqu'un vraiment qui me donne envie de me marier, qui m'apporte des choses concrètes dans ma vie et que je suis heureuse et épanouie, ok. Si je ne trouve pas cette personne, ça ne me dérange pas de ne pas finir mariée. Bien sûr que je reste honnête, il y a des moments où je vois des couples où je me dis, bon, ça serait cool quand même d'avoir quelqu'un à mes côtés. Mais des fois, je vois ma vie, je me dis, waouh, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment en paix. C'est vrai. Franchement, moi, je vois des couples, ils subissent. C'est ça. Et je vois des couples très heureux aussi, tu vois. Genre, on parlait d'Yanissa et Doumi, mais ça, c'est couple goal, quoi, tu vois. Mais il y a d'autres c'est trucs. Ça. Je me dis... c'est rare de trouver la bonne personne. Exactement. Je veux rentrer dans un truc, c'est pas pour souffrir. Donc, je me dis, ça viendra quand ça viendra. Si quelqu'un arrive devant moi et il a beaucoup de choses à m'offrir et je sens que tout se passe bien, pourquoi pas. Et si ça n'arrive pas, bah tant pis. Je suis arrivée à un point où je suis bien avec moi-même et j'ai assez d'amour pour moi-même pour être... le taf. Ouais, c'est ça. T'as vraiment fait le taf pour le coup. Merci. Et je veux pas d'enfant. Par contre, ça... Alors oui, explique-moi. Pour l'instant, je veux pas d'enfant. Peut-être que plus tard... En fait, si je veux des enfants, ça sera très tard. C'est-à-dire très tard. La quarantaine? Fin quarantaine. Ouais. Fin quarantaine, pourquoi pas début cinquantaine. Mais je me dis, élever un enfant aussi tard, est-ce que c'est vraiment bien? Je sais que j'ai pas les épaules. J'ai pas du tout j'ai pas les épaules pour un enfant. J'ai pas cet instinct-là. J'ai pas cette envie, clairement. Et j'ai l'impression qu'on me met vraiment une pression en mode oui, mais tu verras quand tu seras en couple. J'étais en couple et j'ai jamais eu cette envie-là. Quand tu seras en couple, c'est l'instinct maternel qui viendra à toi, je pense. Moi, quand j'avais ton âge, à 26 ans, pardon, je me disais avoir des enfants, je me disais mais pourquoi faire? Genre non, jamais de la vie. Et quand j'ai vu ma petite sœur, elle a un enfant. Doudou Bang. On te passe le salaire. Son surnom, c'est Doudou Bang. Il est trop mignon. Je l'aime trop, c'est mon bébé, tu vois, genre on se ressemble en plus physiquement, on a la même tête, tu vois. Ouais, ça il a les yeux un peu marron vert, il a un petit nez comme moi et tout. Je dis, on dirait mon fils à moi, on dirait mon bébé. Je l'aime tellement que je te jure, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vie, c'est ça le bonheur. Quand je vois la relation que ma sœur elle a avec son fils, je dis, mais c'est ça le vrai amour en fait. En fait, on trouve pas l'amour de sa vie tant qu'on l'a pas fait, tu vois, nous-mêmes, tu vois. Et franchement, je te jure, quand j'ai vu ça, cette relation-là, je me suis dit, ah ouais, non, il faut que je fasse il faut que j'ai mes enfants à moi, je veux connaître ce bonheur-là. Ce bonheur-là. Ouais. Mais tu vois, moi, j'ai pas du tout ça. J'ai mon petit frère qui est l'amour de ma vie. Quand il est né, j'ai compris, c'est ça en fait que les parents ont envers leur enfant, tu vois. Je me dis, waouh, ce petit être, genre, je l'aime plus que tout. Mais ça me donne pas non plus envie d'avoir des enfants, tu vois. Ouais. Il n'y a pas ce truc où je vois un enfant, je dis, waouh, juste cool, tu vois. Ouais. Mais je sais que moi, j'ai déjà, je dis souvent, j'ai un chat, et déjà, c'est une pression psychologique, juste un chat. Alors qu'un chat, c'est très indépendant. Alors qu'un chat, c'est même pas un chien, c'est un chat. Et je me dis, non, je sais que, en plus, on est dans un monde qui a... Je sais, ça va paraître égoïste, mais j'ai pas envie d'amener un enfant dans ce monde-là encore. Le monde qu'on a, c'est ça. Je me dis, si je dois avoir un enfant, je préfère adopter. Mais écoute, c'est tout je me dis, il y a tellement d'enfants qui veulent d'avoir une famille. On est tellement nombreux sur cette planète. Ouais, on est surpeuplé, carrément. Et si je dois adopter un enfant, il vaut que j'adopte un enfant qui est déjà sur Terre. Ouais, tu vois. Ouais. Moi, je suis très ouverte à l'adoption. Je sais que c'est un truc qui est assez compliqué et tout ça, que ça prend du temps. Mais vraiment, moi, en ayant perdu mon papa, tu vois, je suis orpheline de mon papa, j'imagine même pas ce que c'est d'être un enfant et d'arriver dans ce monde et de n'avoir ni ton père ni ta mère. C'est ça. Et avoir une famille aimante qui vienne te recueillir, franchement, ça serait trop bien. C'est ça. Ouais. Ils n'ont pas de repères et tout, et ça, c'est important. Et tout le monde n'est pas prêt pour être parent. C'est vrai, ouais. Il y a des gens, malheureusement, qui ont des enfants sans vraiment être prêts, et
Et tu fais des enfants pour avoir des enfants, c'est pas pour aller traumatiser les gens, tu vois. Ouais. Et comme je dis, on est vraiment dans une génération qui veut éviter de reproduire les mêmes schémas que les générations avant. Moi, je trouve que cette génération-là, elle est bien parce que c'est un éveil de conscience, tu vois. Genre, les gens, maintenant, ils ont accès, comme on le disait tout à l'heure pendant notre repas, on n'est pas obligé de regarder un programme à la télévision. Donc, on peut choisir de quoi notre esprit va se nourrir. C'est-à-dire que ce soit sur les plateformes, que ce soit en VOD ou que ce soit sur YouTube, tu vas choisir tes contenus et c'est ça qui est formidable maintenant. Et c'est bien d'avoir aussi des personnes comme toi ou comme d'autres personnes qui sont sur YouTube, qui font des petits formats, qui essayent d'éveiller les consciences, de parler de sujets de société qui vont essayer de te sortir de la boîte et de faire une réflexion qui est intéressante, tu vois, des analyses comme tu le fais. Non, mais parce que c'est vrai que les gens ils disent non, mais comment tu peux être musulmane, voilée, ne pas vouloir te marier et avoir des enfants. Genre, j'étais là, parce que pour le après, parce qu'ils voilà, ils sont dans leur propre fonctionnement de... Pour eux, t'es un point d'interrogation. Genre, pour eux, c'est bizarre. Il faut de tout pour faire un monde. Mais c'est ça, et c'est normal. Enfin, bien sûr que le mariage, c'est une sunna qu'il faut suivre. Je dis pas de ne vous marier pas, mais si tu n'as pas cette envie, ne te force pas. En fait, j'ai pas envie de me forcer pour rentrer dans un moule, pour que oui, aux yeux de la société, je sois normale. Après, j'ai envie. Heureusement qu'on est né à notre époque. Ah, mais t'imagines si on avait été j'aurais des enfants dans les années 30 et trucs comme ça, on n'aurait aucun droit. On serait forcé de se marier avec un vieux monsieur qui nous plaît. Enfin, je sais pas, moi je trouve que notre génération, on a trop de chance déjà. Et oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, genre on peut choisir maintenant ce qu'on veut. Il n'y a pas une télévision qui va te dicter ce que tu dois faire ou ce que tu dois voir et tout ça. Et c'est trop bien d'avoir des lanceurs d'alerte, des gens qui éveillent ta conscience, des gens tu choisis de quoi tu veux nourrir avec quoi tu veux nourrir ton esprit. Et du coup, ouais, mais il y a quand même beaucoup de dérives aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a les masculinistes, les 2.0, les Alex Hitchens et tout ça. Donc ça, je sais pas si on peut en parler et tout, mais il y a toujours des gens qui sont dans les extrêmes. Il y a des phénomènes d'hommes princesses aussi, genre qu'il faut tout leur faire et tout. J'ai remarqué aussi les dynamiques entre les hommes et les femmes. C'est vrai que toi, tu parles aussi pas mal d'énergie féminine et tout ça, de sujets qui m'intéressent beaucoup. Pour toi, c'est quoi la dynamique idéale entre un homme et une femme? Ta conception idéale du couple? Je pense pas qu'il y a de conception idéale parce que chacun a une conception différente. Par exemple, j'ai eu des dynamiques différentes. Par exemple, j'ai eu des personnes où j'ai vu que, par exemple, la femme avait plus d'énergie masculine que lui, mais c'est pas pour autant qu'ils étaient heureux. Malheureux plutôt. Oui, pardon. C'est pas pour autant qu'ils étaient malheureux. C'est juste qu'elle prenait en charge quelque chose de différent, vu de différent par la société, mais et lui aussi qui se complétait. Après, tout est différent. Après, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est quand même assez compréhensible. Je vais comprendre la situation de chacun et je vais faire de mon mieux. Je pars du principe que chacun doit faire un effort. Une relation, c'est beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que pour l'instant, je ne me vois pas en couple parce que je n'ai pas envie de sacrifier quoi que ce soit. Je pense que j'ai été à un stade où j'ai beaucoup sacrifié et la personne derrière, elle ne l'a pas fait. Donc, je vais arrêter. Et je pense que, voilà, si je vois que la personne a fait des sacrifices, elle fait un pas, je vais en faire aussi. Mais une dynamique idéale, je pense qu'il n'y en a pas. Une relation, ça évolue. Des fois, c'est toi qui vas donner 60, lui va donner 40. Lui, il va donner 90, tu vas être toi à 10. Ouais, c'est dur. Ça dépend. C'est dur. Moi, franchement, je pense qu'il faut quand même un retour des choses. En fait, j'ai remarqué dans les dynamiques homme-femme, la femme, elle va avoir peur du rejet et l'homme, il va avoir peur de l'abandon. Tu vois. Donc déjà, comme je t'ai dit, même arrivé à 20 ans, et ça ne m'étonne pas qu'il y ait plein de jeunes de 20 ans, des 2000 et tout, qui se marient, qui sautent le pas, etc. Parce qu'ils n'ont pas de bagage émotionnel, ils n'ont pas eu de choses lourdes, des ruptures, des déceptions, des désillusions, etc. Exactement. Donc, ils sont moins effrayés à rencontrer l'amour. Pour les trentenaires, c'est différent. Quand tu rencontres des mecs, maintenant, ils ont leur bagage émotionnel, ils ont leur trauma, ils ont toutes ces choses-là qui
se trimballent dans la relation, ils font des schémas des raccourcis très rapides, du style « Ah, elle me plaît trop, je vais risquer ça. Ah, elle, vas-y, je vais essayer d'y aller mollo parce que j'ai peur de machin. » En fait, ils viennent avec leurs insécurités, leurs peurs. Et j'ai remarqué ça, c'est que l'homme, il a peur de l'abandon, et la femme, elle a peur d'être rejetée. Tu vois, maintenant, avec l'émancipation féminine, etc., les femmes, elles donnent beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos qui parlent de ça, c'est du phénomène des hommes princesses. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et dans quel cas de figure on peut les détecter C'est quoi les red flags, du coup? Ah, les red flags, fou là là. Je pense que, je dis souvent, des fois ça sert à rien de se poser trop de questions, tu le ressens. Tu le ressens, hein. Il n'y a pas besoin de... Quand tu es dans une bonne relation, j'ai été dans une bonne relation et j'étais sereine. C'est-à-dire que je n'avais pas ce besoin d'aller chercher sur Instagram, sur les réseaux, aller regarder les messages. La personne, elle va tellement travailler, elle va tellement te montrer que tu n'as absolument rien à t'inquiéter que naturellement, tu vas être tranquille. Après, si tu as été énormément blessé, si tu as vécu beaucoup de trucs, peut-être tu vas aussi au début être un peu sur tes gardes, tu vas un peu... être vigilante, mais si tu es avec une personne vraiment qui est bien, qui te rassure, tu n'auras pas de problème sur ça. Après, les hommes princesses, c'est une catégorie de personnes, on ne généralise pas bien sûr, qui vont attendre de toi que c'est toi qui vas venir lui courir après. Ouais, le courtiser, exactement. Proposer les rendez-vous. Exactement, il va attendre de toi que tu entreprends tout. Ils vont utiliser l'excuse de oui, tu es une femme indépendante, on est en 2025, etc. Les femmes, elles ont leurs droits et tout. Ok, on a fait nos droits pour avoir les mêmes droits que les hommes, mais on s'est aussi battu pour que on soit respecté autant que tel, tu vois. Et ce concept de ouais, vous êtes indépendante, vous pouvez tout faire. Non, parce qu'en vrai, par exemple, juste aller prendre un verre, au niveau de l'homme et la femme, ça ne sera pas du tout pareil. Déjà, nous, les femmes, on va venir investir largement plus financièrement que l'homme. Que ce soit au niveau de nos tenues, notre maquillage. Et je sais que beaucoup vont dire, oui, mais tu n'es pas obligé de te maquiller, etc. Va à un rendez-vous sans maquillage. À part si tu es magnifique sans maquillage, et franchement, je suis jalouse. Bravo à toi. Mashallah. Les hommes sont hypocrites. Il va te voir sans maquillage, fatigué. Tu sais, la petite question, bah, t'es fatigué aujourd'hui. T'as pas de maquillage, dis donc. Il va te voir, il va te dire non. Alors tu serais venue toute pimpante et tout, là, tu vois. Après, je ne généralise pas, il y a des hommes qui ça ne les attire pas du tout, le maquillage. Mais la plupart, ça va être comme ça. Donc, qu'on le veuille ou non, t'as quand même une mise en beauté à faire qui est déjà onéreuse et l'homme n'a pas autant à investir déjà de 1. Et qu'on soit clair, ça n'existe pas le 50-50 dans une relation. Par exemple, au début de la relation, l'homme va peut-être offrir plus qu'à la femme parce qu'il va l'emmener en rendez-vous, parce qu'il va payer, parce que nanana, il va être entrepreneur, etc. Ça, c'est normal que le début soit un petit peu plus au niveau de l'homme. Vous allez me dire, oui, mais là, le 50-50, c'est plus désavantageux pour l'homme qu'autre chose. Mais après, quand la relation va s'établir, et il y aura par exemple le schéma où les deux vont vivre ensemble, les deux vont se marier, les deux vont avoir des enfants, la vapeur s'inverse. Et là, c'est beaucoup du 90-10 des fois. Parce que la femme va souvent prendre en charge la maison, le linge, elle va soutenir son mari, elle va prendre en charge des fois même l'administrative, sans compter les enfants. Et là, la charge des enfants, c'est énorme. Et l'excuse, c'est « ouais, mais moi, je paye le loyer. Bah, moi, je préfère payer le loyer que toi, tu t'occupes du reste, alors. Tu vois. Et ce Après, je pense qu'il faut communiquer avec son partenaire et savoir sur quelles choses on se complète et qu'est-ce qui fait avancer. Mais le délire de 50-50 n'existe pas. Parce qu'il y aura toujours une personne qui va peut-être donner plus que tout. Au début, ça sera sûrement l'homme, parce que c'est lui qui va courtiser la femme. Mais à la fin de la relation, c'est souvent la femme qui a 80-90%, tu vois. Wow.
Et l'excuse de oui, je paye le loyer, donc voilà, non en fait. Parce qu'à la fin, psychologiquement, c'est des charges énormes qu'elles doivent avoir. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes qui ont des enfants et qu'elles ont été mariées et divorcées ne se remarient plus ou ne font plus d'enfants parce qu'elles ont tellement été traumatisées par l'abandon. Et là, elles sont vraiment senties. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent seules dans leur mariage, qui se sentent seules dans leur famille. Elles ne se sentent pas entraidées, elles ne se sentent pas épaulées, malgré qu'elles soient mariées et qu'elles ont une personne à côté d'elles, tu vois. Et c'est là où c'est triste, tu vois. C'est ce que je dis, parce que tu sais, des fois, je suis au téléphone avec ma mère, et tu sais, ma mère, elle est en égo, je t'ai dit tous les soirs, alors, c'est quand que tu as rencontré quelqu'un, c'est quand que tu vas te marier, c'est quand que machin, tous les soirs. Hein. Oui, mais quand même, j'aimerais bien que tu me fasses un petit, hein, allez et tout, genre, tous les soirs, je ne rigole pas. Donc, je raccroche, ma mère me passe ma grand-mère après, parce que maintenant, ma grand-mère, elle vit chez ma mère. Ma grand-mère, elle me dit, l'écoute pas, te marie pas, t'es jeune, t'es belle, vis ta vie. Mais c'est souvent les personnes âgées. Elle me dit, non, vas-y, t'es mieux sans homme et tout, je te jure. Hein. Alors là, il y a comme une dichotomie entre les deux, on sait pas, je sais pas, c'est la schizophrénie, quoi. Dans ma famille, je dis, j'écoute ma mère ou j'écoute ma grand-mère. Ma grand-mère, elle me dit, je suis bien comme ça. Ma mère, elle me dit, non, quand même, vas-y, marie-toi. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont âgées ou qui ont été mariées qui disent, ne vous mariez pas. Elles ont eu cette expérience-là. Après, mais beaucoup de gens qui sont mariés ou qui ont un certain âge disent tous non, vous ne mariez pas. Genre, profitez de votre vie. Voilà, plus tard, pourquoi pas, vous avez tout le temps. J'ai remarqué un truc, à chaque fois que je suis déprimée et que je suis là, ouais, vas-y, je commence à me plaindre de choses et d'autres, tu vois. Quand on a la santé, on a 1 milliard de problèmes. Une fois qu'on n'a plus la santé, on a un seul problème, tu vois. C'est de retrouver sa santé. Moi, alhamdoulilah, j'ai en bonne santé. Et c'est vrai, et je m'excuse auprès de Allah, que des fois, je suis là quand ça ne va pas comme je veux. Je vais me plaindre pour un truc, mais c'est pas bien, faut pas faire ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, à chaque fois, je pars dans des explications et j'oublie mon propos de base. C'est horrible. Attends, ça va revenir. Il est 22h ? Ouais, 22h16. Les gars, on est désolés, on n'a pas vu l'heure passer et franchement, je sais que vous êtes sur votre faim parce qu'on est en train de raconter des trucs. Je pense qu'on fera une partie 2, Inch'Allah, soit sur ta chaîne, soit sur ma chaîne. Donc voilà, on fera un petit truc, on abordera. N'hésitez pas de mettre dans la barre des commentaires les sujets que vous avez envie qu'on aborde. Pour conclure, écoutez, y a pas de, ça n'existe pas le 50-50. Chacun doit mettre du sien tout en comprenant l'autre. Et un partenaire, c'est quelqu'un qui va t'aider, t'accompagner. C'est pas quelqu'un que tu dois avoir sous ta responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent ouais, mon mari c'est mon enfant. Bah non en fait. Tu t'es pas mis avec quelqu'un pour que ça soit ton enfant. Tu t'es mis avec quelqu'un pour qu'il t'aide, pour qu'il t'accompagne. C'est pour ça que c'est un partenaire, c'est le but d'un partenaire. Donc voilà. Et ton meilleur conseil pour Glow Up? Meilleur conseil pour Glow Up, allez voir un psy. C'est grave important. Allez voir un psy, vous allez glow up mentalement. Franchement, non, en vrai, le glow up commence par le mental et après le physique suivra naturellement. Ouais, donc, vraiment travailler ce qu'il y a dans la tête avant de vouloir travailler ce qu'il y a sur le physique. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, franchement. Et je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne pour des concepts incroyables, magiques. Et on vous fait des gros bisous. Salut!